Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Pendant la suspension des travaux du Sénat, je vous propose de voir ou de revoir les temps forts de la dernière session parlementaire. Et place ce matin à l'audition de Patrick Drahi, le PDG d'Altis Group, un groupe qui comprend notamment SFR, Numéricable, mais aussi de nombreux médias comme Libération, L'Express, RMC ou BFM TV. La parole de Patrick Drahi est plutôt rare. On l'a découvert dans cette audition début juin, sûr de lui, fier de son parcours et sans filtre. Un client qui me quitte, ça fait mal au cœur et au portefeuille, a-t-il par exemple affirmé. Il a également assumé ses 50 milliards de dettes actuelles qui commencent à effrayer certains banquiers. Enfin, il a balayé d'un revers de la main les critiques sur son interventionnisme dans les médias. Tout de suite donc, retour à l'audition de Patrick Drahi, le PDG d'Altis. J'ouvre cette séance. Nous avons vraiment le très grand plaisir, et je le disais tout à l'heure au président Drahi, le grand honneur d'accueillir ce matin pour la première fois ici Patrick Drahi, président d'Altis Group. Comme vous le savez, il s'agit d'un grand groupe multinational que vous avez fondé et qui a son siège à Amsterdam depuis l'an dernier. Et ce groupe rassemble les opérateurs de télécommunications, des entreprises de communication et de médias. Alors, votre groupe se caractérise ainsi par la diversité de ses activités, par son orientation marquée à l'international sur 3 continents, mais aussi par sa stratégie de croissance externe très poussée. Le groupe a réalisé plusieurs dizaines de milliards d'euros d'acquisitions depuis 2014 avec le rachat de Portugal Telecom, de Next Radio TV ou encore du 4e câbleau opérateur américain Cablevision. Et bien sûr SFR, qui, au sein du nouveau groupe SFR Numéricable, constitue désormais le 2e opérateur national. Vous nous direz, Monsieur le Président, quelle est la stratégie d'ensemble que vous poursuivez à travers ces acquisitions, si vous comptez poursuivre ce cycle, et quelle part vous entendez réserver à l'Europe et à notre pays en particulier. Ces acquisitions se sont majoritairement faites en recourant à l'emprunt grâce au mécanisme du LBO. Cela a permis à votre groupe de connaître une très forte croissance ces derniers temps, mais elle a également conduit à un niveau d'endettement très élevé. Vous pourrez aussi nous éclairer, Monsieur le Président, sur la façon dont vous entendez soutenir cet endettement dans un contexte où il faudra investir, notamment dans le secteur des télécoms. Nous nous attarderons bien sûr sur ce secteur qui a connu une reconfiguration importante dernièrement avec le rapprochement de Numéricable et SFR au sein de votre holding, la montée en puissance d'Iliad Free et les tentatives de rachat manquées de Bouygues Télécom. Tentative que vous avez conduite pour l'une d'entre elles en annonçant en juin de l'année dernière une offre d'achat public, offre publique d'achat pour 10 milliards d'euros. Vous nous direz donc si vous voyez un avenir à 3 ou 4 opérateurs et s'il y a selon vous une menace de la part de grands opérateurs étrangers. Vous pourrez nous faire part des perspectives de croissance du secteur, à la fois dans le fixe et le mobile, avec la transition progressive du marché vers le très haut débit. Nous serions intéressés de connaître la stratégie de SFR Numéricable sur chacun des 2 types de réseaux, et notamment ses ambitions dans la 4G et dans la fibre, sur le marché des particuliers, mais aussi sur celui très spécifique des entreprises dont on ne parle pas assez. À ce sujet, vous le savez sans doute, Monsieur le Président, l'ARCEP a donné jusqu'au 15 juin aux 4 opérateurs français pour lui soumettre de nouveaux contrats concernant leurs accords d'itinérance et de partage du réseau. Le régulateur attend des propositions en vue de modifier notamment le contrat d'itinérance entre Free Mobile et Orange d'une part et le contrat de mutualisation et d'itinérance entre Bouygues Télécom et SFR d'autre part. Peut-être pourrez-vous également nous en dire un mot. Voilà quelques-uns des sujets que vous allez évoquer, Monsieur le Président. Encore une fois, je le redis devant nos collègues, nous sommes très très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans une maison dont vous m'avez dit tout à l'heure que vous l'aviez connue quand vous étiez élève à l'IX, puisque les salons Beaufranc avaient accueilli un grand rassemblement de vos congénères. Monsieur le Président, pardon. Oui, alors, une précision, mes chers collègues, donc c'est une réunion qui fait l'objet d'une vidéo-transmission. Comme vous l'avez remarqué, il y a maintenant des caméras qui sont installées. C'est la première fois, Monsieur Drahi, que généralement il fallait s'installer dans une autre salle équipée, etc. Mais maintenant, c'est notre salle de réunion qui est équipée. Et donc, cette séance est retransmise par la télévision. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il faut que j'appuie. Voilà.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, d'abord, je suis très ému et très heureux d'être devant vous. Je crois que c'est une suite logique à l'audition que j'avais eue à l'Assemblée nationale il y a de cela quelques mois. Et pour moi, ça me permet de me remettre au contact avec le terrain, puisque vous représentez souvent les collectivités, enfin pas souvent, mais toujours les collectivités locales, que j'ai fréquenté très longuement dans les années 90, à l'époque où je rencontrais les différents maires, dont certains étaient bien sûr sénateurs, pour déployer le câble dans ce beau pays, à une époque où évidemment le câble était mort. Mon groupe, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, est un groupe familial, puisqu'il est contrôlé par moi-même. On oublie souvent, quand on pense aux entreprises, de voir si c'est des hommes qu'il y a derrière ou si ce ne sont pas des hommes qu'il y a derrière. Mais une grande différence entre un groupe familial, quelle que soit sa taille, qu'il soit de 2 salariés ou qu'il soit de 55 000 salariés, comme c'est notre cas, et un groupe qui n'est pas familial. En l'occurrence, donc, ce groupe est contrôlé à hauteur de 60% par moi-même. Alors, il est basé aujourd'hui à Amsterdam, il est coté à la bourse d'Amsterdam. Vous aurez peut-être des questions sur ces sujets, je serai ravi d'y répondre. Ma stratégie, la stratégie de mon groupe, ma stratégie, c'est la même chose, est très simple. C'est d'investir dans les meilleures infrastructures possibles au monde, dans les meilleurs pays du monde, que je considère comme étant les meilleurs pays du monde pour les métiers dans lesquels je veux m'impliquer, afin d'offrir à nos clients, dont nous vivons, les meilleurs services en termes de qualité, en termes d'innovation et en termes de disponibilité. Comme vous le savez, le câble, à l'origine, c'était de la télévision analogique. Grâce à la concurrence du satellite, le câble s'est mis au numérique. Le numérique, c'était la télévision numérique, qui a permis d'offrir beaucoup plus de chaînes de télévision à nos clients. On est ensuite passé à l'Internet, qui est une façon de communiquer au départ de simples messages, et qui aujourd'hui devient une façon de communiquer de la vidéo. Et on est passé aussi aux télécoms, qui sont devenus totalement ce qu'on appelle IP, c'est-à-dire Internet. Et donc on voit que la convergence s'est faite au fil de l'eau, au fil de l'évolution des technologies. Mais cette convergence, qui est une évidence pour tout le monde ici dans la pièce, en particulier nous avons la télévision avec des caméras qui sont ici IP, telles que je les vois, en direct, et qui est diffusée partout en France sur nos réseaux, de façon numérique pour certains, chez nous, et de façon Internet pour les réseaux ADSL qui ne peuvent pas supporter les mêmes débits que les nôtres. Bon. Donc cette convergence, elle est évidente aujourd'hui, mais elle était dans l'esprit de certains, et en particulier des chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise dans les années 90. Donc aujourd'hui, moi je suis là pour vous parler, d'abord pour répondre à vos questions, bien évidemment, mais aussi pour vous parler de quelle est notre vision, pas pour les 10 dernières années, mais plutôt pour les 10 ans prochains, et voire au-delà, et en discuter avec vous, parce que je sais que pour vous, c'est très important d'équiper le pays, mais il est aussi très important de faire en sorte que nous ayons des modèles économiques qui soient pérennes pour l'avenir à 10-20 ans, et pas simplement pour préserver le passé d'il y a 15-20 ans. Alors, mon groupe, je l'ai construit forcément avec l'argent des autres, puisque quand je suis né, j'étais fils de prof. Je suis né au Maroc, j'ai 3 épisodes dans ma vie. Je suis né au Maroc, j'ai fait mes études au lycée Lyautey, l'un des fleurons de l'éducation nationale à l'étranger. Je suis rentré en France en 1978, j'ai intégré l'école polytechnique, j'ai fait l'armée, très formateur, et j'ai fait ensuite Télécom. Et à Télécom, moi je n'ai pas souhaité rejoindre l'opérateur historique, France Télécom, même si j'en avais la possibilité, puisque je n'étais pas trop mal classé à la sortie de l'école polytechnique. J'ai préféré me mettre à mon compte, très rapidement en tout cas, et travailler dans le domaine de la fibre optique. Et comme je ne pouvais pas trop travailler pour quelqu'un, parce que j'avais du mal avec les visions à très court terme, et j'étais plutôt à plus long terme, je me suis mis à mon compte. Comme je n'avais pas d'argent, il a bien fallu emprunter cet argent. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui on me critique sur mon niveau de dette, mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Pourquoi ? Parce que quand j'ai créé mon entreprise, j'avais un projet, mais je n'avais pas de clients, je n'avais pas d'infrastructure, je n'avais pas de collaborateurs et je n'avais pas un franc de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je n'ai plus un projet,
mais j'ai une entreprise qui fait travailler environ 55 000 personnes en interne, plus des dizaines de milliers auprès de nos sous-traitants. Nous avons 60 millions de clients dans le monde, dont environ une vingtaine en France, et nous faisons, à supposer que les autorités de New York nous donnent les autorisations dans quelques jours, et nous ferons donc environ 24 milliards, 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc vous voyez qu'on a une dette qui est à peu près égale à 2 fois notre chiffre d'affaires, alors que mes premiers 50 000 francs, c'était l'infini mon chiffre d'affaires, vu que c'était 0 quand j'ai commencé. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, des montages de type LBO que nous faisons, ce sont des montages de type industriel, dans lesquels tout industriel a recours à la dette, donc dans lesquels nous avons recours à la dette, mais nous avons aussi recours à notre capital, puisque notre entreprise a aujourd'hui une valorisation sur le marché de l'ordre de 70 milliards. Donc c'est logique que de procéder à cette façon-là, mais ce ne sont pas des LBO. Les LBO sont le propre des fonds de private equity qui ont recours à l'emprunt pour acheter des sociétés, en particulier pour les revendre quelques années plus tard. Sur les 23 ou 24 dernières années depuis que j'ai créé ma société, je n'ai jamais vendu la moindre société, à l'exception de récemment au Portugal, puisque comme j'ai acheté Portugal Télécom, j'ai été contraint par le régulateur de revendre le petit opérateur que j'avais constitué avant. Mais donc, à des exceptions près où j'étais contraint de vendre, pour des questions réglementaires, je n'ai jamais vendu mon entreprise. Donc on ne peut pas caractériser mes montages de type LBO, qui sont je dirais la stratégie des fonds de private equity, d'investissement. Alors, notre stratégie, c'est d'investir dans les réseaux, première chose. Donc vous le constaterez, nous sommes l'opérateur, probablement, qui a le plus grand ratio d'investissement sur chiffre d'affaires. J'ai repris SFR il y a de cela maintenant 1 an et demi. SFR a un ratio de l'ordre de 13% de ses investissements sur chiffre d'affaires. Il est aujourd'hui au-dessus de 20%. Très loin devant la plupart de mes concurrents en France et très loin devant la plupart de mes concurrents dans le monde. Pourquoi ? Parce que c'est avec nos investissements que nous préparons l'avenir. Alors, dans quoi nous investissons ? Dans 3 choses. Et la stratégie est la même dans tous les pays. Il n'y a pas de différence entre nos investissements en France, nos investissements au Portugal et bientôt nos investissements aux États-Unis. Les investissements, c'est d'abord et avant tout dans le réseau. Alors, le réseau, il y a 2 parties. Il y a la partie mobile, puisque nous sommes un opérateur convergent qui offrons des services fixes et mobiles. Donc la partie mobile qui consiste à déployer de nouveaux sites en France pour densifier la couverture du territoire national. Et par ailleurs, à implémenter les nouvelles technologies. Aujourd'hui, la 4G, nous avons ouvert récemment, je crois même la semaine dernière, la 4G 3 fois plus, et nous sommes les premiers en la matière. Et puis, quand la 5G viendra, ce sera la 5G, la 6G, la 7G, et ainsi de suite. Et puis, un autre investissement qui est pour moi plus fondamental, mais le premier étant réalisé également, qui est la fibre optique. Donc, j'étais le premier à déployer de la fibre optique. J'ai une avance très considérable sur l'opérateur historique, qui utilise toutes sortes de subterfuges pour faire comprendre que notre avance est un retard. Et quant à mes concurrents plus lointains, nous avons une avance qui est de plusieurs, je pense, années, voire dizaines d'années. Alors, une fois que nous avons investi dans nos réseaux, le client, lui, c'est pas ça qu'il achète. Il n'achète pas un abonnement à un réseau. Il achète un abonnement à des services. Donc, nous investissons dans la qualité de service. La qualité de service, c'est quoi? C'est quand un client veut souscrire à nos offres, le raccorder le plus rapidement possible. Bon, vous regarderez les statistiques. Nous sommes aujourd'hui dans le réseau fibre en France, l'opérateur qui raccorde le plus vite ses clients. Deuxième chose, la qualité se juge au taux de résiliation de nos clients. Nous avons fait baisser les taux de résiliation sur SFR depuis plus d'1 an et demi maintenant, de près de 50%. Donc ça, c'est le jugement ultime de qualité. Donc nous investissons là-dedans, nous investissons dans le service aux clients. Et puis, depuis quelques années, je me suis dit, il faut investir également dans le contenu. Nous étions dépendants des grands groupes de contenu, et donc nous souhaitons investir davantage dans le contenu. Vous l'avez vu, nous avons lancé pas plus tard qu'hier soir une nouvelle chaîne en France, qui est BFM Sport. Nous avons annoncé le lancement de BFM Paris. On a essayé les chaînes locales dans le câble en France il y a très longtemps.
C'était un grand échec. Pourquoi? Parce que l'opérateur n'avait pas la masse critique pour subvenir à ses besoins locaux. Aujourd'hui, nous avons cette masse critique pour nous permettre de lancer des chaînes locales beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes pour nos clients. Donc voilà, ça, ce sont les axes d'investissement que nous privilégions. Le réseau, la qualité, le contenu sont les 3 axes les plus importants pour mon groupe. Alors, quelle est la part de l'Europe, la part de la France, la part du reste du monde dans ma stratégie? Écoutez, la France, je suis parti de la France, donc c'est une part centrale. Il y a 6 ans, maintenant 8 ans, pardon, en 2008, j'avais 100% de mes actifs qui étaient en France. J'avais Numéricable, point final. Donc on a mis 5-6 ans à restructurer et à faire marcher Numéricable. Et à partir de 2008, même si le grand public ne savait pas que ça marchait encore, on s'en est aperçu plutôt en 2012-2013, je savais que l'entreprise était dans les rails. Et donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai proposé à certains des acteurs existants aujourd'hui une association qui a été refusée. Et donc j'ai dit, autant se développer à l'étranger puisqu'on ne peut plus faire grand-chose. Donc j'ai commencé à investir en Belgique, j'ai commencé à investir dans les pays voisins, et puis dans les territoires d'outre-mer, les Antilles, la Réunion. Et puis, au fur et à mesure, cet investissement est allé au-delà. Donc aujourd'hui, nous sommes présents au Portugal. Nous sommes le numéro. Alors dans chacun de nos pays, ma stratégie est simple, c'est d'être numéro 1 ou numéro 2. Numéro 3 et 4, ça ne me plaît pas beaucoup. Donc numéro 1, numéro 2, un petit peu comme à l'école. Donc en France, on est numéro 2, après 25 ans de travail. Ça va être difficile d'être numéro 1, mais pourquoi pas. Par contre, ça va être difficile de passer numéro 3, vu que le numéro 3 et 4 est très très loin. En Israël, nous sommes numéro 2, pareil, ça va être difficile de passer numéro 3 et ça va être très difficile de passer numéro 1. Au Portugal, on a la chance, on est numéro 1, ça va être très difficile de passer numéro 2. Et récemment, je me suis dit, parce que j'allais souvent aux États-Unis, et j'ai passé les premières années de ma carrière à aller très souvent aux États-Unis, parce que vous savez, dans les années 90, le plan câble étant ce qu'il était, donc on avait dit c'est un échec total. Moi, je ne comprenais pas, parce que c'était un grand succès en Belgique, c'était un grand succès aux États-Unis. Donc j'allais souvent à Bruxelles voir ce qui se passait, et j'allais souvent aux États-Unis voir ce qui se passait. Et récemment, lors de mes voyages aux États-Unis, je me suis dit, grâce aux États-Unis, j'ai pu faire marcher le câble en France, mais en fait, grâce à la France, j'ai des nouvelles façons de gérer. Parce que comme les prix sont très 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 bas en France, on a bien été obligé de survivre dans cet environnement. Et je suis allé voir combien ils gagnaient d'argent aux États-Unis, vu que les prix sont beaucoup plus hauts. J'ai dit, mais ils en gagnent beaucoup, puisque les prix sont beaucoup plus hauts, mais nous, on pourrait en gagner plus, puisqu'on sait gérer avec des bouts de chandelle, en réalité. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas investir aux États-Unis? Alors vous allez aux États-Unis, en général, on arrive à New York, et donc je ne me suis pas trop pris la tête, j'ai racheté le réseau de New York. J'ai été beaucoup critiqué, cours de bourse qui a été perturbé, ça me laisse de marbre. De la même manière que j'ai été beaucoup critiqué quand j'ai commencé dans le câble, tous les copains me disaient, mais t'es fou, tu vas perdre tout ton argent, comme j'en avais pas, bon, il n'y avait pas de grand risque. Eh bien, j'espère que dans quelques jours, nous clôturerons notre acquisition new-yorkaise. On a clôturé notre première acquisition qui est plus sur le Texas il y a quelques mois. Et mine de rien, si cela se passe bien, cette année, nous serons presque aussi gros aux États-Unis qu'en France. Pour vous donner des ordres de grandeur, en France, nous avons en valeur à peu près 30% du marché des télécoms français, qui est un marché de l'ordre de 38 milliards. Nous faisons 11 milliards. Et aux États-Unis, nous allons faire un peu plus de 9 milliards, mais nous n'aurons que 2% du marché. Alors, bien évidemment, la France, c'est ma priorité, puisque c'est de là que je suis parti. Mais en termes d'expansion de mon groupe, il va être difficile pour moi de passer de 30 à 50% en France. Donc même si je travaille très 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 bien, je vais peut-être passer de 30 à 32. Donc je vais gagner 2% de part de marché sur un marché de 40 milliards, ça fait 800 millions. Alors qu'aux États-Unis, il me paraît plus facile de passer de 2 à 10. Et les 8% en question, eh bien c'est 40 milliards. Donc c'est tout le marché français des télécoms. Alors, à titre d'information, je ne sais pas si vous le savez, j'en suis assez fier, l'investissement que nous faisons aux États-Unis, c'est le plus gros investissement jamais fait par un groupe français aux États-Unis. On a battu Sanofi. D'accord ? Sanofi, c'était environ 17 milliards d'euros. Nous, c'est plutôt 24 milliards d'euros aux États-Unis. Donc on est le plus gros investisseur d'origine française aux États-Unis. Ça, j'en suis fier. Et je pense que quand nous aurons montré ce que nous savons faire aux États-Unis, c'est-à-dire dans un an ou deux maximum, on sera là beaucoup plus fort comme groupe international pour nous permettre de continuer à nous développer, bien sûr en France et aussi dans le reste du monde. Voilà.
Autre point important, notre groupe, même s'il est basé à Amsterdam, pour l'essentiel, puisque je connaissais beaucoup le tissu managérial français des chefs d'entreprise, pour l'essentiel, les patrons de mes filiales sont des Français qui ont décidé de me rejoindre et que j'ai expatrié à la tête de chacune des entreprises, ici ou là, dans le monde. Donc voilà. Donc notre groupe a une stratégie très simple, qui est décidée d'une façon encore plus simple, par très peu de personnes, et d'une façon globale. Cette stratégie est la même. Alors, elle est adaptée, évidemment, pays par pays, en fonction des réglementations locales, des prix de marché locaux qui ne sont pas les mêmes. Hein. On ne vend pas le produit au même prix en France qu'au Portugal, qu'en République dominicaine, et en République dominicaine qu'à New York, en fonction des pouvoirs d'achat et du tissu concurrentiel. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Important à dire, quelle est notre clientèle cible? Ce ne sont pas que les particuliers. J'ai décidé en 2008 de m'intéresser au marché des entreprises et j'ai été le premier à mettre sur le câble le marché des entreprises. J'ai racheté Completel en 2008, qui était le 3e opérateur français à destination des entreprises. Et Completel représentait au sein du groupe Numéricable près de 30% de son chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, la division entreprise chez SFR, c'est de l'ordre de 25% de son chiffre d'affaires. On a une part de marché qui est petite pour le moment, mais que nous souhaitons accroître au fil de l'eau, mais qui est de l'ordre de 20%. Voilà. Alors, si vous voulez bien... Bien, merci, Monsieur le Président. Alors maintenant, nous allons nous livrer au jeu des questions et des réponses. Alors, la règle est la suivante. Chaque intervenant a le droit à 2 minutes, et je suis le gardien vigilant du chronomètre, et chacun, sans le poids d'ailleurs, a respecté le peu d'autorité que j'ai encore gardé. Alors, je vous en remercie à l'avance, mes chers collègues. Je donne d'abord la parole à Bruno Sido et ensuite à Yves Rome. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Drahi, d'être venu devant nous pour présenter votre entreprise, et félicitations pour l'ascenseur social et l'ascenseur entrepreneurial et votre réussite. Il est vrai que vous avez été très bien formé dans une très bonne école, si j'ai bien compris. Moi, ma question, je ne vous parlerai pas finance, etc. Je vous parlerai terrain. Il se trouve que de temps en temps... bon, alors, votre réseau mobile, au moins pour ce que j'en connais chez moi, fonctionne bien. Je n'ai absolument rien à dire de négatif. Par contre, sur le réseau fibre, vous êtes... certains départements comme le mien ont fait des réseaux d'initiative publique. Et naturellement, on accueille les opérateurs. Et vous n'êtes pas très pressé de venir sur notre réseau, semble-t-il. C'est dommage, parce que ça créerait de la concurrence et ça créerait donc de l'activité. Donc vous utilisez le réseau d'Orange et puis vous terminez avec vos réseaux. Et de temps en temps, il y a des pannes, des coups de pelle malheureuses qui font que ça coupe le réseau. Et il se trouve que quand on compare le service d'un de vos concurrents historiques et vous mettez 10 fois plus de temps à réparer aux grandes dames de vos abonnés. Et comme je souhaite que toutes les entreprises marchent bien, je voudrais savoir qu'est-ce que vous... donc 2 questions. Venir dans le réseau d'initiative publique quand ils existent. Deuxièmement, l'entretien de vos réseaux quand vous en avez. Merci Bruno Sido. La parole est à Yves Rome et ensuite à Gérard César. J'ai oublié de présenter les personnes qui accompagnent M. Drahi. Voilà, M. Arthur Dreyfus, qui est le directeur de la communication, et Régis Turigny, qui est secrétaire général du groupe SFR et directeur de la réglementation et des affaires institutionnelles. Bien, oui, donc la parole merci, est à, Monsieur le Président. J'ai bien noté vos ambitions internationales qui sont très vastes et très larges, et cette magnifique réussite. Mais permettez-moi de m'intéresser davantage à l'échelon national. Quelles sont les conséquences, selon vous, pour votre société, de la décision récente du ministère et de l'ARCEP sur la distinction entre câble et FTTH? Deuxième élément de la question, il semblerait que votre stratégie de déploiement sur les engagements intérieurement contractés sur les zones AMI ne soit pas à la hauteur des engagements antérieurement contractés. Troisième question, selon vous, quelles sont les principales causes de l'échec de la reprise par Orange de la société Bouygues, puisque vous aviez partie liée notamment sur les liens qui vous lient avec Bouygues en matière de téléphonie mobile. Vous l'avez évoqué, mais
j'ai bien noté la convergence que vous portez sur à la fois les réseaux et les médias, et on voit bien quelle est votre stratégie. Je souhaiterais que vous nous en disiez un peu plus sur cette volonté de lier médias et réseaux. Et puis, j'en avais beaucoup de plaisir que vous investissez sur la dimension entreprise, qui était jusqu'alors trustée exclusivement par Orange. Dernière question, je sais qu'il y a quelque temps avant les évolutions récentes, vous étiez investi sur les réseaux d'initiative publique. J'ai eu la chance de contracter avec votre société pour un premier réseau d'initiative publique, celui de l'Oise. J'aimerais connaître quelles sont vos stratégies en la matière sur les autres réseaux d'initiative publique. Apparemment, mon collègue Bruno Sido se plaint plutôt de votre absence. Et moi, je ne peux que me réjouir de votre présence, même si vous avez, de mon point de vue, des efforts importants à conduire en matière de commercialisation, notamment pour le raccordement des abonnés. Bien, merci Vrome. La parole est à Gérard César, ensuite à Martial Bourquin. Oui, merci Monsieur le Président, et merci et félicitations Monsieur le Président pour votre action à la tête du groupe qui est basé à Amsterdam, nous l'avons bien noté. Et la question que je voulais vous poser, c'est concernant le monde rural. Vous avez semblé vous désintéresser du monde rural, c'est la question de Bruno Sido. Et aujourd'hui, dans le monde rural, nous souhaitons justement que beaucoup de PME et entreprises, et aussi les particuliers, puissent venir justement être raccordés. Et quel est votre sens, votre initiative pour renforcer ce monde rural? Car nous, au niveau des collectivités, nous sommes tous des élus locaux et nous avons des initiatives qui sont prises avec les départements en particulier, mais aussi ça coûte très cher par rapport donc aux comités de communes et aux intercommunalités. Donc ma question, êtes-vous intéressé par le monde rural et surtout l'équipement du monde rural en fibre optique? Bien, merci Gérard César. La parole est à Martial Bourquin et ensuite à Ladislas Poniatowski. Oui, Monsieur Drahi, merci pour votre présentation. Les élus qui sont ici sont très attachés à la couverture du territoire, quels que soient les espaces. Évidemment, la partie la plus intéressante est les parties les plus urbaines. Il y a aussi les parties rurales, mais aussi des villes moyennes qui peuvent être détachées. Vous nous avez montré votre capacité à mettre en place un véritable empire dans les télécommunications, et ça, il faut vous le reconnaître. J'ai deux questions qui peuvent être embêtantes pour vous. Vous avez une holding au Luxembourg. Vous êtes coté en bourse à Amsterdam. Vous avez une participation personnelle dans un paradis fiscal en Angleterre. Vous êtes résident suisse. Dans le Panama Papers, vous avez été cité. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup tout cela? Est-ce que une telle politique ne peut pas gêner une politique réelle d'investissement? Ça, c'est une vraie question. Dernière question, vous avez pris des positions très avancées sur le nombre de congés payés en France en disant qu'il y en avait trop et un temps de travail qui était vraiment trop court. Est-ce que tout cela, Monsieur Drahi, est-ce que tout ça, Monsieur Drahi, ne peut pas paraître un petit peu indécent quand on sait votre fortune personnelle et tout cela? Ces salariés gagnent bien leur argent et méritent bien leur congé. Merci. Merci Martial Bourquin. La parole est à Ladislas Poniatowski, ensuite à Michel Le Squarnec. Merci Monsieur le Président. Oui, Président Drahi, j'ai une seule question à vous poser et vous avez l'habitude de voir cette question qui vous est posée. La preuve, vous avez commencé votre intervention en nous parlant de votre premier emprunt de 50 000 euros et de votre endettement, francs, pardon, et de votre endettement aujourd'hui de 51 milliards. Monsieur Drahi, ma question c'est, certes vous êtes très séduisant, je ne parle pas de votre physique, je parle de votre discours, de votre stratégie et de vos ambitions. Et donc vous savez séduire vos prêteurs. Mais d'abord, j'aimerais savoir un peu qui sont-ils, comment répartissez-vous ceux à qui vous vous adressez et jusqu'où vont-ils vous suivre? J'ai bien compris que vos 51 milliards de dettes sont couverts par une valorisation de votre entreprise de près de 70 milliards, mais vos ambitions vont loin. Vous nous avez dit que vous avez 2% du marché américain aujourd'hui et que vous ambitionniez d'avoir assez vite 10%.
ça veut dire beaucoup d'emprunts supplémentaires. Jusqu'où vont-ils vous suivre? Je pense que vous êtes un de ceux qui arrivaient à le mieux séduire les groupes bancaires. Alors, j'aimerais savoir un petit peu qui sont-ils? Français, européens, américains? Et comment faites-vous? Merci Ladislas Poniatowski. La parole est à Michel Le Squarnec, ensuite à Dominique Estrosi. Merci Monsieur le Président Drahi. Vous entends parler de beaucoup de milliards. Je suis un peu impressionné parce que je n'ai pas l'habitude de voir ce que ça représente exactement. Je me demande aussi si c'est l'intérêt de toutes les populations du monde que vous achetiez toujours d'autres pour aller où? Parce que vous parlez des 10 ans et les 20 ans à venir, donc nous, on ne sait pas trop bien où on va non plus. Peut-être que vous pouvez nous éclairer sur la route où elle nous mène. Et nous sommes attachés, beaucoup d'entre nous, à l'idée de service public. Service public, ça veut dire l'accès de tous et de tous les territoires. C'est ce qui est derrière la couverture territoriale également. Donc il faudrait tout de même, puisqu'il y a beaucoup de milliards en jeu, et qu'on est attaché à cette idée de république, c'est ça la république, c'est l'égalité entre les territoires. Est-ce que vous pourriez faire un effort donc, pour que les zones rurales, qui sont déjà souvent handicapées par rapport à l'éloignement des grands centres urbains et tout, il y a un déficit de culture et tout, donc est-ce que là, sur cette ligne-là, vous pouvez faire des progrès parce que ça revient souvent dans nos débats, comme quoi ce n'est pas tout à fait le cas. Et autre chose, quand vous intervenez dans beaucoup de pays dans le monde, alors là c'était pour la France, mais maintenant vous intervenez un peu partout, vous faites donc des profits un peu partout. Est-ce que, par exemple en France, la partie profit réalisée chez nous donne lieu à des impôts payés en France? Puisque c'est une question qui est souvent posée, les multinationales sont ailleurs, elles travaillent chez nous, il y a des emplois effectivement, mais en même temps il n'y a pas toujours l'impôt payé dans le pays où sont réalisés les... Voilà ma question. Bien, merci Michel Le Squarnec. La parole est à Dominique Estrosi, ensuite Yannick Vaugrenard. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais vous poser une question sur le démarchage téléphonique. SFR est sur le podium des entreprises qui démarchent le plus par téléphone. Depuis quelques mois, il semble que vous ne maîtrisiez pas forcément la fréquence d'appel de vos propres clients et il y a des mauvais résultats en matière de satisfaction client. Vous seriez dernier des 4 opérateurs mobiles dans ce domaine et premier en termes de plaintes des clients en 2015. Alors aujourd'hui, depuis le 1er juin, il y a un nouveau service de démarchage anti-téléphonique consommation, issu de la loi de consommation de 2014, Blocktel, qui régule le démarchage téléphonique. Alors d'après la presse, là encore, SFR, je l'ai dit, a été remarqué pour ses méthodes de démarchage répétitives. Que comptez-vous faire est-ce que vous comptez faire évoluer votre stratégie au regard de la satisfaction client? Bien, merci. La parole est à Yannick Vaugrenard, ensuite Jean-Jacques Lasserre. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Drahi, vous êtes responsable économique. Nous sommes les uns les autres responsables politiques. Il n'y a pas de différence entre les uns et les autres sur le fait que nous soyons les uns les autres des citoyens. Et donc vous avez commencé votre intervention en parlant de votre origine et de vos origines et de votre parcours. C'est bien que nous soyons également informés de tout cela. Comme le disait un proverbe africain, parfois lorsque tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Ça peut toujours être utile. Vous disiez qu'au début vous aviez commencé avec 50 000 francs de l'époque. La différence, je dirais, par rapport à ce moment-là, qui était important, où tout a débuté, semble-t-il, c'est que lorsque vous aviez misé sur 50 000 francs, c'était seul vous qui étiez en cause et quelques collaborateurs, tandis que maintenant, lorsque vous misez beaucoup plus, c'est des dizaines de milliers de salariés qui risquent soit d'en bénéficier, soit d'en subir les conséquences. Donc la vision doit être un peu différente. Je veux rejoindre un certain nombre de questions qui ont été posées, qui vous concernent en tant que responsable économique, et également en tant que citoyen comme nous. La révolution numérique va tout bouleverser, est en train de tout bouleverser au niveau sociétal, voire même au niveau social, et également parfois en termes d'aménagement du territoire. Et du coup, comment pensez-vous que cette révolution numérique va permettre un meilleur aménagement du territoire, à condition, bien sûr, on en est tous conscients qu'il y a une volonté politique d'aménagement du territoire, mais pas forcément seulement politique, du reste, également globale et générale, et aussi et surtout, va-t-elle permettre à l'ensemble de nos concitoyens,
y compris à celles et ceux qui sont dans une situation sociale et économique difficile, d'accéder à cette révolution numérique pour éviter cette fracture sociale et numérique que nous sommes amenés à constater quotidiennement. Enfin, vous êtes la 10e fortune de France, la 205e fortune mondiale, et vous avez coutume de dire que la réussite n'est pas un gros mot, ce qui est vrai, la réussite n'est pas un gros mot. Donc quel est votre sentiment par rapport à la différence qu'il devrait y avoir entre optimisation fiscale et fraude fiscale? Je vous dis cela parce que j'ai fait partie de la commission d'enquête sur la fuite des capitaux et ses conséquences fiscales. Et quels moyens la puissance publique, selon vous, doit-elle mettre en œuvre pour aller vers plus d'égalité fiscale en fonction du revenu perçu? Dernier point, liberté de la presse. Quelle est votre conception de la liberté de la presse, Monsieur Drahi? Bien, merci Yannick Vaugrenard. La parole est à Jean-Jacques Lasserre et ensuite à Patrick Chaise. Moi, je suis admiratif, bien entendu. Nous n'avons pas, nous sénateurs, très préoccupés, alors les mêmes questions vont revenir en boucle, très préoccupés de l'aménagement du territoire. Nous avons, la plupart d'entre nous, des responsabilités dans les collectivités locales, les régions, les départements. J'aimerais avoir votre sentiment, vous avez commencé à l'évoquer, mais toutes nos collectivités s'engagent à corps perdu dans les équipements, hein, avec plus ou moins de savoir-faire. Nous acquérons des compétences internes, avec un peu de chance, on y arrive pas trop mal, on n'a pas toujours de la chance, des cabinets d'études qui nous entourent. Moi je suis convaincu que dans des affaires comme celle-ci, qui demandent la jonction de la volonté politique, ce sont nos volontés, et le citoyen au bout, et les compétences que vous représentez, il faut qu'on trouve des points de rencontre plus clairs, mieux clarifiés. Et je voudrais avoir votre sentiment sur la notion de partenariat public-privé, hein, parce que je pense que c'est dans ces directions que l'on risque, à condition bien entendu que l'on se comprenne bien sur des objectifs qui peuvent paraître différents. Quel est votre point de vue sur la construction de ces relations publiques-privées et plus concrètement alors, quel visage cela peut prendre à l'échelon départemental, régional? C'est là que ça va se passer. Merci Jean-Jacques Lasserre. La parole est à Patrick Chaise et ensuite à Alain Durand. Monsieur le Président, Monsieur Drahi, merci de votre présence. Alors, bien sûr, je m'associe à beaucoup de questions qui ont déjà été posées sur votre positionnement vis-à-vis des territoires ruraux. Et je voudrais rebondir pour cela sur un texte qui est discuté au Sénat il y a quelques semaines, qui concerne la République numérique. Donc, j'aimerais avoir votre vision de ce texte. Et particulièrement certains articles qui, je sais, ont fait débat au sein des opérateurs, au point de créer quelques propositions dans le cadre du comité interministériel à la ruralité il y a quelques jours, notamment sur 2 points. Le premier point, c'est la présence de téléphonie mobile dans nos territoires ruraux. Je suis convaincu que les opérateurs n'ont pas pris conscience du problème et le minimisent. Donc je voudrais insister sur ce point-là pour dire que si évidemment, et si on le comprend bien, la rentabilité n'est pas forcément au rendez-vous dans ces secteurs-là, n'empêche que le service est indispensable et il y a une responsabilité collective à ce que les opérateurs puissent prendre conscience de ces sujets. Et puis deuxième question, je voudrais avoir votre avis justement sur le maintien ou non des 4 opérateurs sur la téléphonie mobile et si dans les mois qui viennent vous pressentez donc des rapprochements nouveaux sur ces opérateurs puisqu'il y a des tentatives, j'allais dire, qui se font de façon assez régulière. Donc j'aimerais avoir votre position sur ce point. Merci. Merci Patrick Chaise. La parole est à Alain Durand, ensuite Daniel Grémillet. Monsieur le Président, je voudrais revenir sur l'aménagement du territoire, dont on sait tous que, et vous nous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qu'Internet, qui devait être un service public, est bien un service commercial, et vos propos le confirment ce matin. Et donc je voudrais savoir quelle est votre stratégie, votre vision en matière d'aménagement du territoire, hors zone AMI, justement par rapport à ces zones rurales. Moins rentable pour un service commercial, c'est vrai, mais des hommes et des femmes ont décidé d'y vivre et d'y travailler. Et donc, quelle est cette vision, puisque vous le dites dans vos propos, votre souhait c'est d'investir dans les réseaux pour densifier la couverture. On n'a pas la prétention d'être ni le premier ni le second, on voudrait simplement être classé. Puis deuxième question, en développant votre groupe de télécommunications vers les médias, vous présentez là un forfait SFR Presse.
Cette démarche ne risque-t-elle pas, Monsieur le Président, de faire perdre de l'argent à l'État français en faisant bénéficier justement ce forfait d'un taux de 2,5%? L'État pourrait perdre 1 million d'euros, la France aussi, et vous avez déclaré que la France était votre pays. Merci Alain Durand. La parole est à Daniel Grémillet et ensuite Daniel Dubois. Oui, merci Monsieur le Président. Président, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir rappelé un peu votre histoire et notamment 81 où vous avez décidé de prendre des risques et de vous lancer dans l'économie. Je l'évoque parce que ce qui était vrai en 81 est encore vrai aujourd'hui. Et il y a des messages à donner à la jeunesse, et pas qu'aux jeunes, mais effectivement d'entreprendre et d'oser. On en a besoin dans notre pays. Et je pense que j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. J'ai qu'une question complémentaire à ce qui a été évoqué. Vous n'avez pas du tout parlé de recherche et développement. Votre assise et votre développement aujourd'hui est beaucoup plus basé sur des acquisitions. Quelle est la part de votre recherche et développement dans votre stratégie aujourd'hui? Merci Daniel Grémillet. La parole est à Daniel Dubois. Oui, Président, merci. Président Drahi, merci de votre présence. Vous avez anticipé. Je crois que vous avez anticipé la révolution numérique, c'est très clair. Et donc, votre réussite, elle s'appuie naturellement sur cette anticipation et cette volonté, naturellement, d'être un acteur. Vous êtes un industriel. Et vous avez dit que dans vos 3 stratégies, il y avait naturellement le réseau, la qualité de service et le contenu. Le contenu, vous pourriez nous en dire un peu plus, parce que le contenu, ça peut être des jeux et du cirque, c'est certainement très rentable. Mais je veux dire, est-ce que vous avez aussi une volonté de service, de réel service, je dirais, au-delà du jeu, je dirais, pour les habitants? Je pense par exemple aux scolaires. Est-ce que cette volonté-là est présente chez vous? Et ensuite, je dirais, vous avez acheté New York, vous n'achèterez certainement pas l'Aveyron. Non, mais je m'excuse pour l'Aveyron. Je m'excuse pour l'Aveyron, mais je voudrais continuer ma question. Mes chers collègues. Donc, le Sénat a créé un fonds, le FAN, pour le développement des structures en milieu rural. Est-ce que vous êtes prêt à l'abonder? Est-ce que vous êtes prêt pour qu'il y ait une taxe, je dirais, pour abonder le FAN, qui permettra là, très certainement, je dirais, de faire des réseaux en milieu rural? Bien, merci Daniel Dubois. Monsieur le Président, voilà, vous avez eu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 intervenants, 14 avec moi parce qu'on n'est jamais 13. Merci bien d'apporter les réponses à ces nombreuses questions. Bon, écoutez, merci beaucoup pour toutes vos questions. Je vais répondre à toutes les questions de façon très simple. Enfin, en tout cas, je vais essayer de faire simple et très transparente. Je vais les reprendre dans l'ordre où on ne voudrait pas, parce que si je commence à y répondre par ordre d'importance, la première va être bien vue, puis le dernier va être mal vu, donc je vais me faire des... Bon, alors je reprends un peu dans l'ordre, et puis certaines des questions que vous m'avez posées ont été reposées par d'autres. Donc, alors, premièrement, le rural, parce que vous en avez beaucoup parlé, et vous aviez terminé par le fan. Je connaissais le fan club, je connaissais le fund. Donc commençons par le rural. Quand j'ai commencé dans le câble en France, toutes les grandes communes étaient câblées. Donc je n'avais pas tellement le choix. Soit je devais recâbler Paris, enfin là, le Paris industriel était impossible, ou Marseille, ou Lyon. Soit il fallait bien que je m'attaque au reste, c'est-à-dire le rural et le semi-rural. Donc j'ai attaqué par les grandes villes semi-rurales, c'est-à-dire qui faisaient en moyenne... La première convention que j'ai signée, c'est la commune de Château-Renard. C'est pas très grand. Je crois que la deuxième, c'était Beaucaire. La troisième, c'est Plan d'Orgon. Donc là, j'allais de plus petit en petit. Donc, vous parliez de l'Aveyron, je connais assez bien. J'ai fait mes prépas à Montpellier, donc je faisais de la mobilette dans les territoires. Et puis j'ai compris que j'avais besoin de densité, mais comme je n'avais pas les grandes villes, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir les départements. Eh bien, j'ai câblé le département du Rhône, j'ai câblé le département de l'Hérault. Ça a été difficile, parce que c'était des moments où personne n'y croyait, où personne ne voulait mettre d'argent public, donc il a fallu trouver des gens qui portaient un projet au niveau politique. J'ai eu la chance d'en trouver, qui pour certains étaient d'ailleurs sénateurs. Je parle par exemple du sénateur Trégouette, qui a quand même, dès les années 90, vu que l'avenir c'est la fibre, alors que d'autres pensaient que l'avenir c'était le mobile.
Donc on a partagé cette conviction technologique, scientifique. Et donc je dirais les territoires, c'est ma raison d'être au départ. S'il n'y avait pas eu les territoires, j'aurais rien fait dans le câble en France. Et donc comme c'était ma raison d'être de départ et que je m'appuie beaucoup sur le passé et mes origines diverses, c'est aussi mon avenir. Et donc aujourd'hui, il est évident que quand on annonce, Michel Combes l'a fait récemment, que nous visons 22 millions de foyers fibrés à l'horizon 2022, si vous additionnez Paris, Lyon, Marseille et toutes les villes de plus de 10 000 habitants, vous n'y arriverez pas. Et quand on annonce 22 millions, en fait, on voudrait en faire 26. Les 4 qui manquent, c'est le très très rural. Et ce très très rural, on ne peut pas le faire tout seul, d'un point de vue économique. Et donc, les réseaux d'initiative publique, j'y suis le premier partisan. J'ai câblé toute l'Alsace dans les années 2000, avec l'aide de certaines communes, avec l'aide du département et avec l'aide de la région en fonction des cas par cas. D'accord ? Donc, SFR n'a pas été très actif sur les RIP au cours des 3 dernières années, mais vous aurez noté que je ne suis à la tête d'SFR que depuis 1 an. Mais SFR sera très actif sur l'ensemble des nouveaux projets d'appel à candidature, et si on se présente, là, c'est pas pour être deuxième, c'est plutôt pour gagner à partir de maintenant. Donc je suis un partisan très fort de câblage, en fait, de câblage. On m'a interrogé sur la fibre. On ne dit pas le fibrage, c'est pas propre comme mot, c'est le câblage avec de la fibre optique. Et je réponds à la question différence câble fibre. Ça me rappelle les phares jaunes sur les Renault en France. On a 2 guerres de retard en France, minimum. C'est le débat. C'est un débat qui n'a lieu qu'en France. Portugal, personne ne me demande câble fibre, on s'en fout. Ce qu'on veut apporter, c'est du giga à l'abonné. La semaine dernière, Numéricable a fait une expérience à 10 gigabits sur son réseau câblé. Bon, c'est quoi le problème? Donc là où j'ai du câble, je vends du câble. Là où j'ai pas de câble, je fais de la fibre, forcément. Parce qu'aujourd'hui, quand on déploie, on ne va pas déployer du câble. La technologie de déploiement, c'est la fibre. Alors mes concurrents, comme ils n'ont ni l'un ni l'autre, ils déploient que de la fibre, forcément, puisque eux, ils ont un vieux réseau téléphonique des années 60. Pas le choix, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est très simple. Les débats, si vous voulez, technologiques, bon, ça tombe bien, je suis ingénieur. On peut y passer la journée, si vous voulez. Alors, je réponds à la question sur la R&D. Quand j'ai racheté Portugal Télécom, j'ai racheté aussi l'équivalent du CNET, mais portugais, puisque je n'ai pas racheté France Télécom, vous l'avez noté. Donc, parce que j'ai trouvé 800 chercheurs. Qu'est-ce que les gens ont dit? Bon, on dit Drahi, c'est un investisseur, c'est un financier, il a ses holdings à l'offshore. Quand la notion d'offshore, c'est quand on habite en France. Quand on n'habite pas en France, quand on a ses comptes en Suisse et qu'on habite en Suisse, c'est pas de l'offshore, c'est de l'inshore, juste pour la petite anecdote. Donc, moi, c'est quand on habite en France et qu'on a des comptes en Suisse que c'est un problème. Bon, je ne sais pas qui, mais moi, c'est pas mon cas. Mais en tout cas, le problème de la recherche, pour moi, c'est pas un problème, c'est une raison d'être. J'ai besoin des ingénieurs aujourd'hui, puisque je ne suis plus moi-même dans les labos. J'y étais quand j'avais 20 ans. Je ne suis plus capable d'être dans les labos. C'est pas que j'ai pas envie d'y être. Je sais que je ne peux pas être prix Nobel, donc je ne suis plus dans les labos. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas être numéro 1 ou 2 dans les labos. Donc j'ai déjà des gars dans les labos, je les garde, et ils me prévoient ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Et nous exportons aujourd'hui de la technologie depuis nos labos. Et j'ai fait avec Michel Combes, qui est un industriel, qui a géré, comme vous le savez, Alcatel, j'ai fait des centres de compétences dans différents pays en fonction des spécificités. Donc la recherche et le développement sont au centre de notre stratégie. Elle est globale. Si j'avais racheté France Télécom, j'aurais mon centre de recherche en France. Je n'aurais pas racheté France Télécom, j'ai racheté Portugal Télécom. Donc mon plus gros centre de recherche est au Portugal. C'est pas si loin, c'est très sympathique. Et les chercheurs portugais sont très compétents. On a tendance en France à estimer les autres comme moins compétents que nous. Ne vous trompez pas, la compétence est mondiale aujourd'hui. Les Chinois, que j'ai vus tout à l'heure faire du yoga dans le parc, depuis le bureau de M. le Président, sont très compétents. On les a sous-estimés. Aujourd'hui, dans le mobile, moi on m'a dit il faut acheter français, j'achète français, sauf que chinois, je m'excuse de vous le dire, ça marche mieux. C'est pas que c'est moins cher, ils sont pas moins chers. Alcatel fait les mêmes prix, ça marche mieux. C'est triste à dire. Parler du réseau de mobile, l'insatisfaction, Madame Estrosi, sur mes clients mobiles, en 2015. Les clients insatisfaits en 2015, moi, je les ai récupérés le 30 novembre 2014. Donc, c'est pas leur satisfaction, c'est pas à mon égard, c'est à l'égard des SFR.
Et pourquoi ils sont insatisfaits d'SFR en 2015? C'est parce qu'en 2014, en 2013 et peut-être probablement avant, SFR a arrêté d'investir. Moi, quand je rachète SFR, le 28 novembre 2014, il y a 1 an et 5 mois, je trouve un réseau sous-investi, une qualité de service. À l'époque, quand on arrivait à Charles de Gaulle, à l'aéroport, qu'on allait dans Paris, le téléphone coupait 5 fois. Vous imaginez? Pour un des opérateurs qui était le leader en France. Alors ne parlons pas dans les territoires, il ne coupait même pas, il ne décrochait pas le téléphone. Bon, réseau sous-investi dans la 3G. On parle de 4G, qui est la génération d'après, dans la 3G. Et alors, n'en parlons pas dans la 4G, un taux de couverture, quand je reprends SFR, de 33% du territoire national. Alors que mes concurrents, pour certains loin derrière, en termes de nombre d'abonnés, en termes de chiffre d'affaires, en termes de capacité financière, avaient des taux de couverture de 60 à 70%. Donc on était très 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 mal. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retroussé les chemises et on a bossé. Quand on bosse, on n'a pas le temps de faire des grands discours devant les journalistes. Et on a pris les plaintes. Et depuis que j'ai racheté SFR, on n'a jamais reçu autant de plaintes des autorités françaises que pendant les 20 ans que ça appartenait à notre groupe. C'est quand même bizarre parce que c'est nous qui faisons le sale boulot aujourd'hui. Et là, on est critiqué du matin au soir. Bon, peu importe, moi la critique, ça me pousse à travailler davantage. Donc, aujourd'hui, nous avons doublé la couverture. En 1 an, nous sommes passés de 33 à 65%, là où les autres sont passés de 65 à 75%. Et puis je peux vous dire que d'ici la fin de l'année prochaine, on sera numéro 1. Donc on y travaille, parce qu'un client insatisfait, pour moi, c'est un client qui me quitte. Un client qui me quitte, ça me fait mal au cœur, et en plus qu'au cœur, au portefeuille. Mais d'abord au cœur, parce que c'est une question d'amour-propre. Alors, donc les territoires, lancez des appels à candidature, nous serons candidats à tous les appels d'offres. Vous m'avez titillé sur un ou deux projets où nous ne sommes pas très actifs commercialement. Nous préférons certains types de projets plutôt que d'autres types de projets. Nous aimons être propriétaires de nos infrastructures. Je préfère être propriétaire de mes infrastructures que locataire des infrastructures d'autres personnes, même si cette autre personne est la puissance publique. Ça me gêne d'être locataire. D'accord? Parce que le locataire, quelque part, vous savez, quand vous êtes locataire d'un appartement, est-ce que vous allez refaire la cuisine? Vous allez peut-être changer le papier peint, et encore. Vous n'allez pas refaire la cuisine. Donc si pour refaire la cuisine, il faut que je demande à celui qui est le propriétaire, monsieur Lasserre m'a dit, on s'entoure, parce qu'on n'est pas forcément compétent, on s'entoure de plein de cabinets de conseil pour essayer d'y comprendre. Donc si je dois demander au propriétaire de refaire la cuisine, qui ne sait pas vraiment comment il faut la faire, qui va demander à 10 personnes comment il faut faire, alors que moi je sais le faire, ça m'ennuie. Ça me fait perdre du temps, et ça vous, comme nous, mais surtout vous, fait perdre de l'argent. Moi, je pense que là où, par moment, on dépense 100, l'entrepreneur, avec ses capacités de gestion et sa vision, et parce que c'est son entreprise, il peut faire mieux pour moins cher. Et c'est ce que je fais. Aujourd'hui, les investissements de SFR sont passés de 1,4 milliard quand on l'a repris, à près de 2,3 milliards cette année, en n'en faisant pas 50% de plus, 1,4 milliard, 2,3 milliards, ça fait 50%, en en faisant 3 fois plus, parce qu'avec le même argent, on en fait 2 fois plus. Ah ben là, on est ouvert. Là, on est ouvert. Si on peut reprendre les infrastructures, on est ouvert. D'ailleurs, je l'ai fait. Je l'ai fait en Alsace. J'ai repris des réseaux à certaines communes. Ben voilà. Bon, donc je réponds, je pense, à toutes les je réponds à toutes les questions. Et donc, vous me disiez, j'ai acheté New York, on peut racheter l'Aveyron. Ben voilà, donc le sujet est ouvert. Alors, vous m'avez interrogé sur... j'essaie de voir un petit peu... Ah oui, j'ai une question intéressante, monsieur le sénateur Bourquin. Vous me disiez, est-ce que le fait que mes holdings soient à l'étranger est incompatible ou compatible avec les investissements? Alors moi, je vais vous dire pourquoi mes holdings sont à l'étranger. D'abord, moi, j'habite à l'étranger. Donc, vous savez, quand vous habitez à l'étranger, de mettre sa holding en France, c'est un peu bizarre. C'est comme d'habiter en France et de mettre sa holding à l'étranger. Donc, moi, j'habite à l'étranger, j'ai ma holding à l'étranger, c'est assez logique. La question que vous auriez dû me poser, c'est pourquoi j'habite à l'étranger alors que j'étais très heureux en France? C'est parce que c'est très compliqué de faire du business en France. C'est ça la réalité. Tout à l'heure, vous disiez, c'est super, tu as créé ton entreprise, etc. Mais je peux vous dire, le parcours du combattant, pour créer une SARL au capital de 50 000 francs, quand on est monsieur personne. Hein. Et ce parcours du combattant, quand j'en discute tout à l'heure, j'en discutais avec mon chauffeur de taxi, on m'a dit qu'on avait simplifié. C'est encore plus compliqué qu'en 1991. C'est beaucoup plus compliqué.
en 1991, j'arrivais à faire ma propre fiche de salaire. Aujourd'hui, je serais incapable, même si je me plongeais dans le bouquin, pour faire ma propre. Alors c'est très bien pour tous les cabinets comptables qui font les fiches de salaire, ça crée du boulot là. Mais par contre, ça ne crée pas du boulot, de rendre le truc extrêmement compliqué. Moi, j'arrive à New York, par exemple, recruter quelqu'un, ça prend 2 minutes. Pas besoin de faire 50 000 déclarations chez 50 000 organismes qui ne servent pas à grand-chose en réalité. Ça prend 2 minutes, et puis dans l'autre sens, ça prend 2 minutes 30. Et ça se passe très bien parce que la personne, comme il lui faut 3 minutes pour retrouver un nouveau travail, puisqu'il faut 2 minutes pour discuter et 1 minute pour le trouver, tout ça, ça marche bien. Donc on est entouré de gens qui sont beaucoup plus simples que nous. Nous, on est sans doute beaucoup plus intelligents, mais l'intelligence nuit au sport, nuit à la rapidité. Mettez un chercheur fou pour avancer vite, vous n'allez pas y arriver. Bon, l'entrepreneur, c'est le gars qui veut avancer vite, pas lentement. Donc c'est pour ça que mes sociétés de tête sont à l'étranger. C'est parce que moi, je suis à l'étranger, et je suis à l'étranger, alors que je suis rentré du Maroc en France, parce que c'était le moment de rentrer. C'est que ça, la raison. Alors, est-ce que ça nuit à investir? Mais juste au contraire. C'est grâce à... je vais répondre à la question sur l'optimisation fiscale et la fraude fiscale, qui sont deux notions qui n'ont rien à voir. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Quelqu'un qui habite en France, qui a un compte en Suisse non déclaré, c'est de la fraude fiscale. Quelqu'un qui habite n'importe où dans le monde et qui, sur la base des lois fiscales du pays, optimise sa fiscalité, c'est quelqu'un de malin. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui, quand il remplit sa déclaration d'impôt, essaie de payer plus que ce qu'il a à payer. Je ne crois pas. Peut-être s'il veut souscrire au fan club, mais c'est un peu la question, parce que la question de l'optimisation fiscale... Non, mais c'est quoi? Attendez. Monsieur Drahi, ce n'est pas du tout la question. Mais je vous ai répondu sur la fraude fiscale, et je vous ai répondu sur mais je veux reparler de l'optimisation, parce que l'optimisation, c'est une notion mathématique. Il se trouve que j'en ai fait un peu pour rentrer à l'X. Le contraire de l'optimisation, c'est la réduction. Donc, est-ce que vous faites votre fiche d'impôt pour payer moins d'impôts? Non, je ne connais pas un Français qui, en faisant sa déclaration, essaie de gonfler ses revenus pour payer plus ou oublie de déclarer certains abattements pour payer plus. Bon, donc l'optimisation dans les entreprises, c'est un métier. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes dans ce pays qui font des études dans des écoles, des grandes écoles commerciales, et qui choisissent comme spécialité la fiscalité. Donc si leur métier, c'était de faire que les entreprises payent plus d'impôts, je pense qu'ils ne trouveraient pas de job. Donc les directeurs fiscaux, ils sont en charge de l'optimisation fiscale. Ils ne sont pas en charge de remplir la déclaration fiscale. Ça, c'est facile. Enfin, c'est très compliqué, parce que ça change tous les 3 mois. Mais ce n'est pas ça le métier. Bon. Alors, au contraire, si vous voulez, des groupes internationaux comme les nôtres ont des capacités d'investissement bien plus importantes parce qu'ils sont internationaux. Si j'étais rester ici, ça aurait été difficile de faire ce que je fais. Il y a certains... alors, je réponds à une autre question sur comment je fais pour lever autant de capitaux. Je suis moins bon que le gars qui lève les capitaux pour la France. Parce que lui, il enlève plus, tous les matins, à un taux plus bas, mais pour des chiffres qui sont moins bons que ceux de mon entreprise. Si vous regardez le bilan du pays, moi, je préfère mon bilan. Il est plus sûr. Donc, quand je lève de... Alors, c'est les mêmes. Mes banquiers, c'est exactement les mêmes que les vôtres, enfin, que ceux de la France. C'est le monde de la finance. Alors, c'est qui le monde de la finance? C'est des fonds. C'est des fonds. Il n'y en a pas tellement à Paris, soyons clairs. Ils sont essentiellement à Londres, à New York, à Pékin, un peu partout dans le monde. C'est des fonds qui sont gérés par des personnes physiques, qui sont des grands managers, des grands professionnels. Il y a beaucoup de Français. Vous savez que Londres est une grande capitale française. Qu'est-ce que font les Français qui sont à Londres? Ils prêtent de l'argent aux Français qui sont en France. Ils prêtent de l'argent à l'État, ils prêtent de l'argent à mon entreprise. Donc moi, quand je veux contracter un emprunt, je ne parle pas à ces gens-là, parce qu'ils sont des milliers. Je parle à des intermédiaires. Ces intermédiaires, ce sont les banques classiques que vous connaissez. L'un de mes principaux banquiers intermédiaires, mais ce n'est qu'un intermédiaire, c'est la BNP, par exemple. Donc la BNP dit, OK, Société Altis, je vais vous trouver un emprunt de 1 milliard, 2 milliards. Donc elle prend un mandat, comme un agent immobilier, et va placer ce milliard sur le marché, auprès des gens dont j'ai parlé il y a 2 minutes, qui sont ces fonds gérés par des personnes physiques, dont beaucoup sont des Français. Donc en fait, le monde de la finance, c'est un bon monde, parce qu'il y a beaucoup de Français qui y travaillent. Il n'y en a plus beaucoup à Paris. Pourquoi ils ne sont pas à Paris? Parce que, on revient à la question d'avant, c'est trop compliqué, ça ne marche pas, on n'y arrive pas. Alors le jour où le monde sera harmonisé, mais ça c'est votre job, c'est pas le mien,
tout le monde sera à Paris. Enfin, les gens iront là où c'est le plus sympa de vivre, en Aveyron, à Paris, à New York, au soleil, enfin, bon, en fonction des... Mais entre-temps, les gens ils vont là où c'est le plus simple, et pas là où c'est le plus compliqué. Ça, c'est normal. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas traité là-dedans? Service public, on y a... Alors, monsieur le député, le sénateur, excusez-moi, Le Scornec, monsieur, vous m'avez interrogé. Les services publics. J'ai appris la notion de service public en 1994 en reprenant le réseau de Montreuil et en négociant avec M. Brach. Parce que quand j'ai commencé, je signais des conventions avec les communes, des conventions de gré à gré, et la ville de Montreuil voulait un service public. Bon, donc j'ai signé un service public, nous avons équipé à 100% la commune de Montreuil, les établissements publics, et ainsi de suite. Donc je connais bien cette notion-là, et j'y suis attaché comme vous, j'ai des parents professeurs, donc c'est quelque chose d'important. Vous m'avez demandé si l'entreprise SFR payait ses impôts en France, bien sûr, et elle en paye beaucoup, et je dirais grâce ou à cause de moi, grâce à moi, pour vous, à cause de moi par rapport à moi-même, mais pourquoi elle en paye beaucoup? Parce que j'ai rendu profitable cette entreprise qui ne l'était plus. Et une entreprise profitable en France paye ses impôts en France. Numéricable, le câble français, croulé sous les pertes et les dettes, n'a jamais payé d'impôts de toute sa vie. Câble, ça a commencé dans les années 78. Sénateur Roche, Metz, 78. Je reprends le câble, pas payé d'impôts jusqu'en 2008 ou 2009. À partir de 2009, commencer à payer des impôts. Pourquoi? Parce qu'on était profitable. C'est très simple. Et quand on fait des profits en France, on ne peut pas payer ses impôts en Hollande ou au Luxembourg. Donc ça fait partie du rêve ou de l'angoisse collective. Mais c'est ça la législation qui s'applique, on l'applique comme tout le monde. Je crois que j'ai à peu près tout couvert. Comment? Alors, la consommation ou l'idation? Dation. La consolidation. Pour moi, elle n'est pas indispensable. C'est-à-dire, pour mon entreprise, elle n'est pas indispensable. Je vous l'ai expliqué, la France est très importante pour nous, mais représente un petit peu moins de la moitié de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Elle est plus indispensable pour ceux dont la France représente 100% de leur chiffre d'affaires dans le métier. Donc, la question, pourquoi ça ne s'est pas fait? Il faut le demander aux gens qui ont décidé de ne pas le faire. Mais je pense que ça n'a pas aidé que ce soit très compliqué. Moi, j'avais proposé une solution simple. Il y a un an, le 3 juin 2015, j'avais mis même le prix sur la table. Le premier qui m'a dit non, c'est l'État. J'étais très surpris, parce que j'avais cru comprendre oui juste avant. On me dit non, publiquement, un dimanche. Bon. Donc j'ai arrêté, puisque une fois que l'État dit non, c'est pas peine d'insister. Mais ce qui est bizarre, c'est que 6 mois après, pour le champion national dont l'État est actionnaire, c'était possible. Sauf que c'est pas possible, parce que c'était trop compliqué. Donc on aurait mieux fait de prendre ma solution. Ça aurait été terminé en 3 mois. Mais, encore une fois, moi j'en ai pas besoin. C'est plus pour les autres. Alors, est-ce que le marché peut rester comme ça à 4? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il va rester à 4 pour les 10 prochaines années? Ça m'étonnerait. Mais ce n'est pas moi qui vais m'activer là-dessus sur ce dossier. Ça, je vous le dis franchement. On n'en a pas besoin. Ça aurait été bien, je vais vous dire pourquoi. Ça aurait été bien pour le consommateur français. Parce qu'aujourd'hui, les petits opérateurs n'ont pas les moyens d'investir beaucoup. Et ça aurait été bien pour l'industrie française à l'international. Le champion national, Orange, fait quelques acquisitions en Afrique. On aurait préféré le voir, je ne sais pas, acheter British Telecom, Telecom Italia, Deutsche, enfin des gros trucs, quoi, pas des petits trucs. Pourquoi il n'achète pas des gros trucs? C'est pas parce qu'il n'a pas envie, c'est parce qu'il ne peut pas le faire. Et il ne peut pas le faire parce que son marché national, qui représente 60% de son chiffre d'affaires, il est difficile. Alors est-ce que de vendre à 30 €, même en ce moment ça doit être 14 € là dans la rue, j'ai vu tout à l'heure en arrivant, un service qui partout ailleurs vaut 80 €, est-ce qu'on doit être fiers, nous Français, de faire ça? Moi je ne pense pas qu'on doit être fiers de brader quelque chose qui vaut quelque chose. C'est pas bon de faire ça, surtout sur son marché domestique. Les industriels chinois ont réussi en vendant cher aux domestiques et en vendant moins cher à l'international. Donc ils ont pu se consolider ou se former une base saine dans leur pays, dans leur base, pour pouvoir déployer à l'international. Si nous, dans notre base, on n'a pas de quoi gagner suffisamment d'argent pour investir à l'international, c'est pas très intelligent.
Après, tout à l'heure, j'ai pris un café, j'ai déjà raconté l'histoire la dernière fois, mais à chaque fois que je prends un café, ça me fait le même effet. J'ai payé 1,50 € là à côté le café. Si je prends un café tous les jours pendant 30 jours, ça fait 45 €. C'est plus cher que l'abonnement au très haut débit pour lequel on investit des milliards. Il ne faut pas jouer avec ça très longtemps quand même. Hein. C'est pas bon pour l'économie. Voilà. Mais on en est là. Vous m'aviez parlé de la presse. Écoutez, moi je suis très fier de ce que j'ai fait pour la presse. On m'a rien demandé. J'ai sauvé un premier titre. Vous pourrez demander. J'ai sauvé un deuxième titre. Et j'ai trouvé, je pense, un modèle économique pour l'ensemble de la presse. Et je pense que je serai suivi par beaucoup de gens. En intégrant la presse, qui était une partie des médias, dans un groupe télécom, c'est assurer la pérennité à un moyen d'expression. Vous demanderez aux rédactions quel est mon niveau d'intervention. 0. Moi, mon niveau d'intervention, c'était de dire ça perd de l'argent, il faut mettre ça à l'équilibre. Point barre. Et maintenant, comment on développe? Comment on développe? Ben, je peux vous dire que les titres qui sont disponibles sur l'application SFR, aujourd'hui, sont visibles par 12 millions de personnes. Ça ne veut pas dire que 12 millions de personnes les regardent tous les matins, mais des centaines de milliers les regardent tous les matins, là où ils étaient quelques milliers il y a 3-4 mois. Ça, c'est important. Après, quelle est la logique entre la presse et la télévision? C'est le numérique. C'est quoi le numérique? Parce qu'on a tous parlé d'Internet, on se gargarise avec des mots dont on ne comprend pas forcément le sens. L'Internet, c'est les échanges. Et si c'était que pour échanger des emails ou des textos, on n'aurait pas besoin d'investir dans la 4G et la fibre. La 4G et la fibre, c'est d'échanger de la vidéo. Et la vidéo, c'est la télé. Donc la numérisation de la presse, c'est la télé. Donc quel rapport entre l'Express, Libé et BFM? Je suis en train de numériser la presse. La presse papier, elle existera toujours. Mais celui qui fait que de la presse papier, moi, je n'investirai pas chez lui. Mais bon. Donc voilà, tout ça a un sens économique, un sens industriel. Et hier soir, nous avons lancé BFM Sport. Ça fait très longtemps que de nouvelles chaînes ne s'est pas lancées en France. Nous allons lancer bientôt BFM Paris, dans la continuation de la réussite du groupe BFM. Et ça, c'est important de continuer à avoir des médias différents qui sont offerts à l'ensemble des clients. Je crois que j'ai répondu. Est-ce que j'ai raté quelques questions, Monsieur le Président? Je n'entends pas de réaction. Patrick Chaise avait néanmoins... Sur la loi pour une république numérique, vous ne nous avez rien dit. Non, effectivement. Alors, sur le déploiement... Alors, oui, je réponds. Vous me direz le point précis sur la loi du numérique. D'accord. Je pense que les opérateurs que nous sommes... Vous savez, l'accélération du déploiement de la fibre par mon concurrent historique que je respecte beaucoup, qui est un très bon opérateur, c'est pas fait parce que le gouvernement a décrété un plan fibre. C'est fait parce que j'ai accéléré le déploiement de la fibre en France et qu'il a essayé de me rattraper. Ah, croyez-moi. Croyez-moi. C'est quand même bizarre qu'il tire la fibre dans les rues où nous l'avons déjà tirée. D'ailleurs, je trouve ça incohérent. La répartition de la France aurait dû se faire d'une façon beaucoup plus cohérente. Moi, j'arrive sur SFR. Quand je rachète SFR, moi, je suis un opérateur de fixe. Je rachète un opérateur mobile. Et je vois que la zone AMI s'est partagée entre France Télécom, Orange et SFR, à hauteur de 20% pour SFR, de 80% pour Orange. Je dis, tiens, c'est bizarre, ça me rappelle le plan câble. Ça n'a pas marché. Ça ne me va pas. Parce qu'en zone dense, moi, j'ai 5 ans d'avance. Alors pourquoi en zone non dense, France Télécom devrait prendre de l'avance sur moi? J'ai dit 50-50. Faisons ça correctement. Donc, effectivement, SFR avait arrêté de déployer de la fibre. Alors, dans les zones, on a eu un accord avec l'autorité de la régulation, que dans les zones où nous avions du câble, nous rétrocédions le droit de déploiement à Orange. Donc, on l'a fait, ce qui nous a valu quelques discussions dans quelques communes dans le nord de la France. Mais sur le reste, je ne vois pas pourquoi on ferait que 10 millions de prises, 80-20. On pourrait en faire 50-50, et au lieu d'en faire 10 millions, parce que moi je ne dis pas que je vais investir moins, je dis que je vais investir plus. On pourrait faire 15 millions, 50-50. Donc France Télécom ferait ses 7,5 millions tels que prévu, et nous ferions 7,5 millions. On va venir tous vous voir sur le terrain, parce que moi je veux fibrer plus que ce qui m'a été alloué. Quitte à fibrer en doublon, parce que je trouve que la législation ne me va pas du tout. Je ne veux pas être locataire du réseau des autres.
Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure sur les RIP, ça ne me plaît pas. Je préfère autre opérateur d'une infrastructure que je possède, quitte à avoir des tarifs spécifiques quand il y a eu évidemment l'intervention de l'État ou des collectivités. Mais sur le reste, en investissement privé, je ne vois pas pourquoi il y aurait un seul réseau qui se déploierait, en particulier celui d'Orange. Sauf si vous voulez reconstituer le monopole, mais seulement il faut nous le dire tout de suite. À ce moment-là, on prendra nos dispositions au niveau de l'entreprise. Mais je ne pense pas que ce soit bon. Ce qui est bon, c'est quand il y avait le réseau câblé et le réseau de France Télécom. D'ailleurs, qui était la même entreprise. C'est quand même bizarre que quand c'était au sein de France Télécom, le câble, ça ne marchait pas. Et quand je l'ai racheté à France Télécom, je l'ai fait marcher. Bon. Le câble, c'est un moyen. D'ailleurs, à New York, je vous le signale, le réseau câblé a 70% du marché et le réseau téléphonique 30%, parce qu'ils étaient indépendants. Donc le gars du câble a fait son boulot, le gars du téléphone a fait son boulot, résultat des cours, 70-30. En France, comme le câble appartenait à Orange, le résultat c'est 80-20 dans l'autre sens. Je ne suis pas d'accord, donc je propose de faire 50-50. Voilà. Donc les dispositions de cette loi, moi ce qui me gêne, c'est les dispositions des lois précédentes. Je trouve que le plan fibre, tel qu'il a été articulé, ne convient pas. Et d'ailleurs, les objectifs du plan fibre pour la France, les 12 millions de foyers fibrés en 2017, c'est nous qui allons les atteindre, personne d'autre. Ah si, c'est nous qui allons les atteindre, puisqu'on a une vitesse de déploiement qui nous permet d'y arriver. Les autres seront à 3 millions derrière, à peu près. Voilà. Non, ils seront à 9. Orange sera à 9 millions de foyers fibrés, nous serons à 12. En 2017. Bien, écoutez, Monsieur le Président, un très grand merci pour votre venue devant la Commission. Vous avez vu, beaucoup de questions vous ont été posées. Il y a eu des réactions de part et d'autre par rapport à certaines des réponses que vous avez apportées. En tout cas, à nouveau, un très grand merci d'avoir accepté de venir devant la Commission des affaires économiques du Sénat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous pour vos questions. Voilà pour l'audition de Patrick Drahi, le PDG d'Altis Group. Et toute autre chose à présent, puisque je vous propose de voir une partie du débat des sénateurs à l'occasion du bilan de l'application des lois. Au cours de l'année parlementaire 2015-2016, le Parlement a voté 41 lois. C'est plutôt moins que les années précédentes, mais les textes sont de plus en plus volumineux. Voyez tout de suite le débat des sénateurs qui s'est déroulé exceptionnellement dans la salle Clémenceau. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les présidents des commissions permanentes, chers collègues, rendez-vous désormais annuel, la séance publique de cet après-midi va nous permettre de faire le point sur l'application des lois en présence du secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Réitérant l'expérience de l'an dernier, nous avons choisi de siéger en salle Clémenceau, mieux appropriée que l'hémicycle, pour un débat de contrôle de ce type. Tous les chiffres de la dernière session, en l'occurrence l'année parlementaire 2014-2015, figurent dans mon rapport écrit. Aussi me contenterai-je de récapituler les points essentiels, tels que j'en ai donné un premier aperçu à la conférence des présidents le 11 mai dernier. Ces données ont été établies à partir des bilans détaillés, des commissions permanentes, dont je salue la qualité, et des statistiques de la Direction de la législation et de contrôle du Sénat, après recoupement avec les chiffres concordants du secrétariat général du gouvernement. Comme en 2015, nous avons également eu l'honneur et le plaisir d'entendre en audition le secrétaire général du gouvernement, M. Marc Guillaume. Nous avons aussi évoqué avec lui quelques questions connexes, mais importantes, comme la mise en œuvre des lois d'habilitation ou le taux de réponse aux questions écrites des sénateurs. Au vu de toutes ces informations, je retiendrai cette année 5 grandes tendances. La première, tout d'abord, une production législative en baisse apparente, avec 43 lois votées contre 66 l'an dernier, hors convention internationale. Mais je dis bien baisse apparente, car en réalité, certaines des lois de l'an dernier ont été de véritables lois fleuves, comportant plusieurs centaines d'articles, à commencer par la loi Macron avec ses 308 articles ou encore la loi sur la transition énergétique avec 213 articles. En aval, cela veut dire plusieurs dizaines de décrets d'application qui, espérons-le, ne viendront pas grever le bilan des prochaines années. Presque 30% des lois de la précédente session ont été d'initiative parlementaire, comme l'an dernier. Le Sénat, avec 6 propositions de loi, a été à l'origine d'environ une loi sur 7.
Deuxièmement, sur la législature, dont depuis le 20 juin 2012, le secrétaire général du gouvernement nous annonçait un taux d'application de 80%, qui recoupe nos propres calculs et marque une progression significative par rapport au précédent exercice. Le taux communiqué lors du Conseil des ministres du 11 mars 2016 est passé même à 62%, Monsieur le ministre, puisqu'au 30 avril 2016. Et je signale, pour mémoire, car suivant la méthode arrêtée de concert avec le gouvernement, nous clôturons nos statistiques au 31 mars de chaque année. Pour la seule année parlementaire 2014-2015, le pourcentage de parution des textes est mécaniquement moindre. Il s'élève à ce jour à 62%, en hausse de 7 points par celui de la précédente session. Ces pourcentages appellent deux commentaires. Tout d'abord que le taux d'application des lois augmente d'année en année, même s'il reste perfectible, que pour autant, ces statistiques récapitulatives gomment des écarts parfois sensibles entre les différentes commissions, entre les ministères et même d'une loi à l'autre. Troisièmement, autre tendance dans la durée, la résorption progressive du stock des lois appliquées, au point que sur les 120 lois votées depuis le début de la 14e législature, quasiment toutes ont reçu au moins un début de mise en application. Concernant les délais de publication, on sait qu'une circulaire de février 2008 laisse au ministère 6 mois à compter la promulgation de la loi pour faire apparaître leur texte. L'an dernier, les délais moyens se sont rapprochés de cet objectif, la moyenne appréciée sur l'ensemble de la législature tournant aux alentours de 9 mois et 12 jours. C'est plus que prévu, certes, mais vu la complexité du processus réglementaire et la durée incompressible de certaines consultations, je pense au Conseil d'État, j'estime que les dépassements restent dans la limite du raisonnable. J'aurais par contre aimé vous dire le taux de présentation des rapports demandés par le Parlement s'est amélioré l'an dernier. Hélas, ce n'est pas le cas, car comme les années précédentes, ce taux calculé sur la moyenne des 10 dernières années n'atteint pas 60%. Faut-il une fois de plus revenir à la tribune sur ce sujet qui, d'année en année, finir par prendre un tour incantatoire? Je dirais simplement que c'est une atteinte manifeste au pouvoir de contrôle du Parlement dont nous ne pouvons nous satisfaire. Comme je l'ai dit au début de mon propos, outre l'application des lois proprement dites, nous avons évoqué plusieurs questions connexes, comme la prise en compte des positions du Sénat en matière européenne, sur lesquelles le président Jean Bizet a publié un remarquable rapport en mars 2016, ou dans un autre domaine, l'utilisation des lois d'habilitation de l'article 38 de la Constitution. À ce chapitre, et sans réitérer les développements de mon rapport écrit, je voudrais appeler une nouvelle fois l'attention du ministre sur les retards répétés que nous constatons dans les réponses à nos questions écrites. Vous n'en serez pas étonné, Monsieur le ministre. Lequel d'entre nous ne s'est pas vu obligé, un jour ou l'autre, de transformer une question écrite en question orale, au risque d'encombrer la séance publique, pour espérer obtenir la réponse attendue en vain au journal officiel? Nous avions déjà évoqué ce problème l'an dernier, et je sais que le président du Sénat en a récemment saisi le Premier ministre après la conférence des présidents du 6 avril dernier. Lors de son audition, le secrétaire général du gouvernement nous a dit sa détermination à résorber rapidement le stock des questions écrites en souffrance. Ce sera, n'en doutez pas, un sujet sur lequel votre rapporteur reviendra le moment venu. En conclusion, je crois légitime de dire que cette année, le bilan de l'application des lois, sans être exceptionnel, va dans le bon sens. Nous devons en donner acte au gouvernement. Surtout, la précédente session confirme la tendance positive observée depuis 3 ou 4 années. Elle relègue peu à peu, au rayon des idées fausses, l'affirmation que les lois seraient dans leur ensemble insuffisamment appliquées. C'est un constat irréfutable dont le Sénat peut se féliciter, car par son action inlassable, il a largement contribué à faire de cette question une priorité politique désormais partagée par tous les gouvernements. Mais c'est un constat précaire. Ne baissons pas la garde, car l'application des lois reste un combat de tous les instants, où doivent se mobiliser aussi bien les ministères
que les commissions permanentes du Sénat. C'est aussi une attente forte exprimée par nos concitoyens et un gage de crédibilité de l'action du Parlement, car à quoi bon voter des lois si elles doivent rester lettre morte? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ce rapport. Et je vais immédiatement donner la parole au président de commission. Et je vais commencer par le président Jean-Claude Lenoir pour la commission des affaires économiques. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La commission des affaires économiques a eu l'occasion de m'entendre il y a peu de temps sur l'application des lois qui figurent dans notre portefeuille d'activité. Il y a à peu près 30 lois qui sont sur nos écrans et nous avons constaté que 11 étaient aujourd'hui complètement applicables. Je vais, si vous voulez bien, être bref et précis et ne parler que 2 lois majeures que nous avons eu à discuter ici au Sénat, la loi de transition énergétique et la loi d'avenir agricole. Pour ce qui concerne la loi de transition énergétique, qui comptait 215 articles à l'issue de son examen parlementaire, il renvoie à 180 mesures réglementaires. Nous avions entendu pendant les débats la ministre en charge de l'énergie nous affirmer que tous les textes réglementaires seraient pris avant la fin de l'année 2015. Aujourd'hui, nous constatons, à la date du 31 mars, qui est la date à laquelle nous nous référons, c'est-à-dire 7 mois après la promulgation de la loi, que seules 54 dispositions, c'est-à-dire 30% des textes réglementaires attendus, étaient devenus applicables. À ce jour, le taux d'application de la loi, si on prend l'ensemble des dispositions, s'élève à 48%, 94 mesures et 23 rapports étant encore attendus. Nous avons tout à l'heure, Monsieur le Président, un débat en séance publique sur l'application de la loi de transition énergétique et Madame la Ministre nous a fait savoir que un certain nombre de textes ont été produits par son administration, étaient dans les tuyaux en direction du Conseil d'État en vue d'être un jour signés par les ministres. Donc nous prenons acte des précisions qu'elle nous a apportées. Malgré tout, il faut souligner que des dispositions majeures du texte sur la transition énergétique n'ont pas trouvé aujourd'hui leur traduction réglementaire. Je pense notamment à la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est censée décliner l'évolution du mix énergétique dont la présentation désormais promise pour le 1er juillet n'a cessé d'être repoussée. Seul le volet relatif aux énergies renouvelables a été publié. Ces reports successifs soulignent, je me permets de le dire ici, la difficulté de la tâche d'autant plus difficile, nous l'avions d'ailleurs souligné, qu'il faut évidemment que des concessions soient faites, que des compromis soient adoptés. Malgré tout, ce retard pèse sur les entreprises qui sont directement concernées, qui sont en face d'incertitudes qui pour l'instant ne sont pas levées. À l'opposé, soyons positifs, nous pouvons signaler que des dispositions attendues ont été prises. Elles concernent notamment les industries électro-intensives, le budget carbone, la stratégie bas carbone, qui était attendue par notamment un certain nombre d'acteurs, dont ceux qui appartiennent au secteur agricole. Alors, il y a eu d'autres textes qui ont été publiés, j'anticipe, sur la période que nous examinons. Depuis le 1er avril, je le signale, décret relatif aux travaux embarqués, sur le complément de rémunération, le nouveau cadre réglementaire des concessions hydroélectriques et la définition des conditions de mise en œuvre du chèque énergie. Néanmoins, je tiens à préciser ici qu'il y a une disposition réglementaire que le gouvernement n'entend pas prendre et qui nous apparaît néanmoins nécessaire concernant l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie. Il y a des accords sur l'appréciation que l'on porte entre le gouvernement et le Sénat. Nous en parlerons ultérieurement. La loi maintenant pour l'agriculture est applicable à 70%. Donc, un certain nombre de dispositions ont été prises, soulignons-le. Néanmoins, les dispositions qui concernent la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, le renouvellement des générations d'agriculture, ont certainement fait l'objet d'une application, mais elle est incomplète, et les dispositions relatives au registre agricole ne sont toujours pas applicables, de même qu'un certain nombre d'autres dispositions qui figureront
dans le rapport qui sera fait ultérieurement. Je voudrais réserver quelques instants, Monsieur le Président, un sujet qui est périphérique mais important. C'est l'usage qui est fait des circulaires. Sur le terrain, dans nos territoires, les agents des services déconcentrés appliquent non pas les lois, ni les décrets, ni les arrêtés, ils appliquent les circulaires. Or, notre vigilance doit s'exercer pour vérifier que les circulaires sont conformes non seulement à l'esprit, mais même à la lettre des lois que nous avons votées et des décrets qui ont été pris par le gouvernement. Les exemples ne manquent pas, c'est le temps qui me manque pour le dire, mais il y a là un phénomène auquel le Sénat doit être extrêmement attentif si nous voulons contrôler d'une façon totale les applications de lois que nous avons votées. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à notre collègue Christian Cambon, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, l'essentiel de l'activité législative de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées consiste en l'examen de projets de loi qui autorisent la ratification des traités internationaux et ne demandent pas de mesures d'application. Même si ces projets ne sont pas pris en compte dans le contrôle de la mise en application des lois, je vous informe toutefois qu'au cours de la session parlementaire 2014-2015, le Sénat a adopté 38 conventions et accords internationaux relevant de la compétence de la Commission, contre 22 au cours de la session précédente, ce qui représente une augmentation de 72%. Cette nette augmentation est le fruit d'une politique volontariste menée en concertation avec le gouvernement dans la lignée du rapport Plagnol de résorption de cette fameuse bosse des conventions internationales qui étaient en souffrance d'examen parlementaire et parfois depuis de longues années, ce qui discréditait un peu la signature de la France en tant que partenaire international. La Commission a en effet mis en œuvre une nouvelle méthode d'examen dite synthétique lorsque le Sénat est saisi en second d'un traité. Et cette méthode porte ses fruits et bien évidemment tout le bénéfice en revient aux collègues sénateurs rapporteurs de la Commission qui se sont prêtés à cette expérimentation, laquelle sera pérennisée. Les deux lois promulguées en 2014-2015 dans le secteur de notre compétence résultent de l'accroissement de la menace sur le territoire national et hors de nos frontières. C'est la loi relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires et par ailleurs la loi actualisant la programmation militaire, des lois importantes bien évidemment. Notre commission, dont le président Raffarin présidait également la délégation au renseignement en 2015, s'est également saisie pour avis de la loi de juillet 2015 relative au renseignement. Fort logiquement et fort heureusement, à la date du 31 mars 2016, ces lois sont presque totalement applicables. C'est en particulier le cas de la loi sur les installations civiles nucléaires, qui l'a été en moins de 6 mois avec la publication de l'unique décret attendu. De même, les deux lois de programmation militaire 2013 et 2015 sont quasiment totalement applicables. En effet, sur 20 mesures réglementaires, il ne manque actuellement qu'un seul arrêté pour celle de 2013. Et pour 2015, c'est un peu moins bien. Il manque encore 3 mesures d'application sur 5. La Commission en conclut que lorsqu'il y a une volonté politique forte, le travail réglementaire se fait. Sur ces sujets, le Sénat a soutenu le gouvernement en votant largement ces textes dans des délais d'examen brefs. La Commission se félicite donc que l'impulsion ne se soit pas arrêtée à la porte du Parlement et ait été maintenue au-delà en se diffusant au sein des services de l'administration. Quand on veut, on peut, même s'il reste un petit effort à faire. En effet, parmi les lois adoptées au cours des sessions antérieures, la loi du 28 juillet 2011 sur les réserves militaires et civiles est enfin devenue totalement applicable avec la publication très attendue du décret en Conseil d'État du 7 mai 2015 qui a précisé les modalités d'utilisation des réserves civiles et militaires dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale. Pour autant, ce sujet connaît une nouvelle actualité depuis les déclarations du président de la République au Congrès le 16 novembre sur la garde nationale et nous risquons donc de voir ce chantier rouvert alors qu'en fait nous venons à peine de le clôturer. S'agissant du dépôt des rapports demandés par le Parlement, notre commission n'est pas totalement satisfaite. Comme le fait remarquer le président Berry-Débat dans son rapport, nos remarques sur les transmissions tardives ou lacunaires de rapports sont toujours un peu incantatoires.
Je me contenterai donc de vous faire part du principal regret de notre commission, celui de ne pas avoir reçu encore le bilan annuel politique, opérationnel et financier des opérations extérieures en cours prévues à l'article 4 de la loi de programmation militaire. Sur les 4 rapports prévus par ce texte, c'est le seul qui n'ait pas encore été déposé. Or, c'est un de ceux qui revêt le plus grand intérêt. La Commission a donc décidé de faire elle-même son propre bilan des OPEX. C'est l'objet d'une mission qu'elle a confiée à nos collègues Jacques Gauthier et Daniel Reiner. À l'inverse, nous souhaitons souligner que le gouvernement a déposé, avec quand même 2 mois de retard, le rapport sur les missions des forces armées sur le territoire national en protection des populations. Ce rapport a été jugé par la Commission insuffisant sur le plan de la doctrine d'emploi des forces, mais il a toutefois permis un échange fructueux avec le gouvernement à l'occasion d'une déclaration suivie d'un débat en séance publique. La Commission s'était auparavant rendue sur le terrain auprès des soldats de l'opération Sentinelle pour préparer ce débat et notre critique constructive, notamment sur le caractère trop statique des gardes ou l'insuffisante autonomie par rapport aux forces de sécurité intérieure, a conduit à des modifications du dispositif. C'est encore insuffisant, mais nous considérons que c'est un début. Il y a donc bien des rapports utiles qui sont lus, qui sont débattus et qui sont même suivis des faits. En conclusion, Monsieur le Président, et sous les réserves évoquées, notre commission dresse un bilan globalement positif de l'application des lois relevant de son secteur de compétences pour la session 2014-2015. Merci, Monsieur Cambon. Le même est révélateur, mais de bonne heure. Bien, la parole est maintenant au président Alain Milon, président de la Commission des affaires sociales. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour la Commission des affaires sociales, le bilan de l'application des lois porte cette année sur un nombre de textes assez réduit. Plusieurs lois examinées par la Commission en 2014-2015 étaient d'application directe. D'autres ont vu leur discussion se poursuivre sur la session suivante. Pour les lois entrant dans le périmètre de ce bilan annuel, 144 mesures d'application étaient attendues. Au 31 mars 2016, 96 étaient intervenues, soit un taux de 67%. C'est moins satisfaisant que l'an dernier, où nous avions atteint un taux de 78% sur un nombre beaucoup plus important de mesures attendues, puisque ce nombre était de 265. Je voudrais tout de suite tempérer cette appréciation, car depuis le 31 mars, plusieurs textes attendus ont été publiés et le taux de mise en application a donc sensiblement progressé. Pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le décret instaurant pour les hôpitaux de proximité un financement mixte combinant la tarification à l'activité et une dotation forfaitaire a paru il y a 15 jours. Nous nous en félicitons car il s'agissait d'une proposition de la MEX du Sénat formulée dans son rapport sur la T2A mais formulée en 2012. En revanche, nous regrettons que plusieurs dispositions censées renforcer l'efficience des prises en charge par l'assurance maladie demeurent non appliquées. C'est le cas, par exemple, des dotations pour l'amélioration de la qualité de soins dans les établissements de santé ou de la régulation de l'offre des taxis conventionnés pour le transport des patients. De même, le Sénat avait prévu une procédure d'achat groupé de vaccins au profit des établissements de santé et des centres de vaccination relevant de collectivités territoriales, de collectivités locales. Nous regrettons là aussi l'absence de décret d'application. S'agissant de la loi relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen, 52% seulement des mesures attendues étaient prises au 31 mars. Le retard a en partie été comblé ces derniers mois avec la parution de plusieurs textes qui portent désormais à 75% le taux de mise en application. Parmi les mesures en attente figurent celles permettant la conclusion d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale, l'article 21, et le décret d'application de l'article 26 sur les services de santé au travail. Il est vrai que sur ces deux sujets, le droit n'est pas stabilisé, puisque nous en discutons à nouveau dans le cadre du projet de loi travail. De manière générale, l'intervention en fin de législature d'un texte touchant à de multiples aspects du droit du travail conduit à revenir sur des mesures de loi antérieures avant même qu'elles aient pu pleinement entrer en application. Cela ne peut qu'alimenter une critique régulièrement formulée en droit du travail, notamment celle de l'instabilité de la législation. Notre commission a par ailleurs été chargée du suivi de la mise en œuvre du volet social de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, soit près de 80 articles sur les 308 de cette loi. Dans le champ des affaires sociales,
77% des mesures attendues étaient intervenues fin mars, taux qui s'est lui aussi amélioré depuis avec la parution de nouveaux textes. Nous constatons que ce texte promulgué il y a 10 mois a fait l'objet d'un effort tout particulier pour permettre sa mise en œuvre effective dans des délais plus rapides que ceux auxquels nous sommes habitués. Peut-être faudrait-il s'inspirer du dispositif mis en place pour ce qui nous paraît aujourd'hui exceptionnel devienne demain habituel. Pour les lois antérieures à octobre 2014, le décret permettant l'application de la loi du 6 décembre 2013 sur l'expérimentation des maisons de naissance, issue de la proposition de loi déposée par Muguette Dini, est enfin intervenu. L'arrêté fixant la liste des 9 maisons de naissance autorisées à fonctionner de manière expérimentale a été publié moins de 2 semaines avant le terme fixé par la loi pour lancer l'expérimentation. De même, a été publié au journal officiel il y a 15 jours, l'arrêté imposant une teneur maximale en sucre ajouté aux produits exclusivement destinés à l'outre-mer, prévu par la loi du 3 juin 2013. Notre collègue Michel Vergoz, rapporteur du texte, était vivement intervenu d'ailleurs à ce sujet en commission le mois dernier. La question est désormais réglée, mais nous comprenons mal la justification d'un tel retard. Pour conclure, il me paraît utile de souligner le réel effort réalisé sur une grande majorité des lois pour publier les textes d'application dans des délais relativement raisonnables. Mais lorsque je constate, d'une part, que 3 mois seulement se sont écoulés entre le dépôt de la loi du Rebsamen sur le dialogue social et son adoption par le Parlement, et d'autre part que 8 mois plus tard, la moitié seulement des décrets d'application avaient été pris, il m'apparaît que ce n'est pas toujours la procédure parlementaire qui s'avère la plus longue et la plus problématique. Il y a donc encore des efforts collectifs à réaliser pour permettre l'application rapide des décisions politiques. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Madame Catherine Morin-Desailly, présidente de la Commission de la Culture, de la Communication et de l'Éducation. Pour 5 minutes, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au cours de cette session, 4 lois ont été promulguées dans les secteurs de compétences de notre Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Je vous les rappelle. La loi de décembre 2014 habilitant le gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer en droit interne le respect des principes du Code mondial antidopage. La loi du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire, artistique et du patrimoine culturel, dite loi DADU. La loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse. Enfin, 4e loi, la loi du 25 juin 2015 portant transformation de l'Université des Antilles et de la Guyane en Université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant également diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur. Sur un plan strictement numérique, on notera que la liste des lois promulguées dans les secteurs de compétences de notre commission traduit une stabilité de son activité législative. Sur ces 4 lois promulguées, quelques remarques. Une est issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues. Il s'agit de la loi relative à la modernisation du secteur de la presse. 2 lois sont d'application directe. Il s'agit de la loi sur le Code mondial antidopage et celle sur l'Université des Antilles et de la Guyane. En revanche, 2 autres lois nécessitaient des décrets d'application. Ainsi, aujourd'hui, la loi que j'ai précitée relative à la modernisation du secteur de la presse est partiellement applicable, 2 décrets sur 3 ayant été pris. Et la loi sur le DADU est devenue totalement applicable, puisqu'il n'y avait qu'un seul décret qui met en application 3 dispositions. Voilà. Alors, ayant dit cela, on peut dire que le constat que nous avons effectué les années précédentes se confirme, c'est que le choix de la procédure accélérée et sans incidence sur le rite de parution des mesures d'application de la loi. Et j'ajouterai qu'il vaut mieux, car rien que pour cette session, toutes les lois promulguées ont fait l'objet d'une procédure accélérée. Le contrôle de la parution des textes d'application renvoie évidemment à la question des délais qui a déjà été évoquée par les précédents orateurs. Et nous notons également que des efforts
ont été accomplis par les gouvernements successifs. Et un texte de loi s'accompagne désormais d'un calendrier de parution des mesures d'application, ce qui est satisfaisant. Le délai de parution des décrets d'application, donc pris au cours de la période qui s'étend du 1er octobre 2014 au 31 mars 2016 pour les lois promulguées au cours de l'année parlementaire, est inférieur à 3 mois dans la moitié des cas. Pour terminer ce panorama de contrôle, je ferai quelques remarques sur les rapports qui sont demandés dans les textes de loi, des rapports demandés au gouvernement. Leur dépôt laisse toujours apparaître un retard. Les gouvernements successifs ne manifestent que peu de volonté, en tout cas de motivation à leur égard, et le nombre de rapports en attente de parution demeure particulièrement élevé. Un chiffre, 36 rapports depuis 2000, 14 rapports sont parus au cours de la session 2014-2015. Enfin, un point dont on peut se satisfaire, la plupart des textes attendus pour l'application des grandes lois votées depuis le début de la législature, dans les secteurs qui relèvent de la compétence de notre commission, sont désormais parus. 2 des lois promulguées au cours de précédentes sessions sont entrées totalement en application au cours de l'année parlementaire 2014-2015. Il s'agit, je vous le rappelle, de la loi relative à l'indépendance de l'audiovisuel public. Le dernier décret d'application est paru en avril 2015. Et il s'agit également de la loi relative à la refondation de l'école, dont les 2 derniers décrets attendus sont parus au cours de la session. C'est l'arrêté du 3 novembre 2015 sur la périodicité et le contenu des visites médicales et de dépistage obligatoire et le décret du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves au livret scolaire, à l'école et au collège. En revanche, et ce sera mon dernier mot, le bilan d'application des lois anciennes reste très mitigé. Les décrets parus pour la période de référence ne concernent jamais ou à de rares exceptions près les lois promulguées lors des législatures antérieures. Voilà, mes chers collègues, le bilan que fait notre commission pour cette session 2014-2015. Merci, Madame la Présidente. La parole est au Président Hervé Maurey, Président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le bilan de l'application des lois suivies par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable fait lui aussi apparaître les grandes tendances mises en avant par les autres commissions du Sénat, à savoir une amélioration dans la mise en application des lois, avec une progression de la plupart des indicateurs qui permettent d'en rendre compte, un délai moyen devenu plus raisonnable pour la parution des décrets d'application, et un point noir qui a déjà été souligné, le taux nettement insuffisant de remise des rapports demandés par le Parlement au gouvernement. Cette année, nous relevons 3 points positifs. Le premier, la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, seule loi promulguée relevant de nos compétences cette année, a été entièrement et rapidement appliquée par le gouvernement. C'était nécessaire et nous nous en félicitons. Autre motif de satisfaction, l'amélioration du taux d'application des lois plus anciennes suivies par la Commission, avec la publication de 18 décrets en Conseil d'État, 8 décrets simples, 16 arrêtés et une ordonnance. C'est nettement plus satisfaisant que l'année dernière où nous n'avions observé que 15 mesures d'application. Enfin, mais c'est la moindre des choses, aucune des lois suivies par notre commission depuis 10 ans n'est aujourd'hui totalement inapplicable. Chacune d'elles a fait l'objet d'au moins une mesure réglementaire d'application. Voilà donc pour les points positifs, mais comme les années précédentes, plusieurs motifs d'insatisfaction demeurent et j'en développerai 2. Le premier, près du tiers des lois relevant des domaines de compétences de la Commission attendent encore une ou plusieurs mesures d'application. Sur les 36 lois suivies dans le cadre de notre bilan, 10 sont encore que partiellement applicables et la moitié d'entre elles seulement a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'application au cours de la période. C'est évidemment insuffisant. De même, nous déplorons cette année encore la lenteur de remise des rapports demandés au gouvernement. Au cours de l'année parlementaire 2014-2015, seuls 3 rapports intéressant notre commission ont été déposés au Sénat. Une illustration de cette lenteur, le rapport sur les impacts de l'autorisation de circulation des poids lourds de 44 tonnes,
daté du mois de mai 2015 par ses auteurs, et il n'a été reçu à la Commission que le 9 mars 2016, alors que la loi exigeait sa remise avant le 31 décembre 2014. Je voudrais également, avant de terminer mon propos, insister sur quelques textes emblématiques suivis par notre Commission. Je réserverai au débat prévu à la suite de celui-ci mes commentaires sur la loi relative à la transition énergétique, d'autant plus que Jean-Claude Lenoir en a parlé. Je voudrais insister sur deux textes. La loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis, aux voitures de transport. La publication de l'ensemble des mesures réglementaires a été, comme je l'ai indiqué, effectuée rapidement. Et ce texte a donc été rendu totalement applicable, ce qui est un point positif. Nous avons même eu la satisfaction d'obtenir le rapport qui avait été demandé, mais malheureusement, celui-ci ne comporte pas tous les éléments qui étaient demandés, notamment à l'article 3, où nous attendions des éléments concernant l'évolution de l'offre de taxis dans les métropoles et des propositions de pistes de réforme concernant la procédure de délivrance des autorisations. Deuxième loi importante, si la quasi-totalité des textes réglementaires d'application ont été pris en ce qui concerne la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, il reste encore 3 dispositions importantes et très sensibles que nous attendons. En premier lieu, et c'est malheureusement d'actualité, le décret socle, inscrit à l'article 17, qui doit fixer les règles relatives à la durée du travail dans les entreprises ferroviaires et d'infrastructures. Un projet de décret a été transmis au Conseil d'État au mois de mars, mais sa version définitive doit impérativement être publiée avant le 1er juillet, date à laquelle le régime de travail actuel deviendrait caduc. Il y a donc, mes chers collègues, urgence. Au-delà des textes réglementaires d'application, il faut également signaler le retard pris dans les conclusions des contrats cadres devant être signalés entre l'État et les 3 EPIC du groupe ferroviaire d'autre part. Or, ces contrats de performance sont déterminants pour que l'État exerce effectivement son rôle d'État stratège et que la trajectoire financière de ces EPIC, en particulier celle de SNCF Réseau, soit davantage maîtrisée et prévisible. Ces contrats ne seront vraisemblablement pas conclus avant l'année 2017. Ils doivent être précédés d'un rapport stratégique d'orientation dont le Haut Comité du système de transport ferroviaire n'a toujours pas été destinataire. Je terminerai en évoquant la loi emblématique du 17 décembre 2009, emblématique en termes de non-respect de la volonté du législateur, cette loi relative à la lutte contre la fracture numérique, a un taux d'application qui n'évolue pas, et notamment le décret devant fixer les conditions d'attribution des aides du Fonds d'aménagement numérique du territoire et surtout l'alimentation de ce fonds n'a toujours pas été pris et ne le sera vraisemblablement jamais, puisque le gouvernement a fait le choix de mettre en place un autre dispositif, celui du Fonds pour la société numérique, et je ne peux que regretter ce choix qui marque une volonté délibérée de la part des gouvernements successifs de ne pas respecter la volonté du législateur. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Madame la Présidente Michèle André pour la Commission des Finances. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. À mon tour, je commencerai par quelques chiffres. Nous attendions 106 mesures. 83 sont parues, soit 80%, mais seulement 40% des mesures attendues sont parues dans le délai réglementaire de 6 mois. Les lois de finances sont toujours votées dans des délais très brefs. Il est dommage que les mesures d'application ne soient pas soumises à un calendrier aussi serré. Nous contrôlons l'application des lois votées par le Parlement, mais la législation financière se fait de plus en plus par ordonnance, en particulier lorsqu'il s'agit de transposer des directives. J'ai constaté que si 8 projets de loi ont été déposés pour ratifier les 10 ordonnances prises sur le fondement des habilitations données par la loi DADU de décembre 2014, aucune ordonnance n'a été ratifiée à ce jour. L'une d'entre elles le sera bientôt, celle qui transpose en droit français tout le dispositif de l'union bancaire, du mécanisme de résolution unique et de la garantie des dépôts. La procédure retenue a été celle d'un amendement déposé par le gouvernement au projet de loi Sapin 2. Nous contrôlons aussi la remise des rapports demandés par le gouvernement et je voudrais rappeler que ce n'est pas toujours pour le plaisir ou pour contourner l'article 40 que les parlementaires demandent des rapports, mais parce qu'ils considèrent que les lois ou les politiques publiques doivent faire l'objet d'évaluations afin d'être, si besoin, améliorées. Nous travaillons beaucoup cette année à la Commission des finances sur les questions de fraude, d'évasion ou d'optimisation fiscale internationale et le projet de loi dit Sapin 2 que nous examinerons bientôt nous amènera à poursuivre notre effort puisqu'il comporte des dispositions
qui transpose dans notre droit interne des recommandations du projet BEPS de l'OCDE. À cet égard, il nous aurait été particulièrement utile de bénéficier depuis le début de l'année des 2 annexes au projet de loi de finances relatives pour l'une au fonctionnement de notre réseau de conventions fiscales et pour l'autre à la mise en œuvre par l'administration fiscale des divers outils permettant de lutter contre l'évasion fiscale des multinationales. Nous avons interrogé publiquement le ministre du Budget et des représentants de l'administration fiscale qui nous ont promis ces documents dans les meilleurs délais. Nous attendons encore. À l'inverse, il arrive que des rapports fournissent des informations utiles au travail législatif. La loi de 2014 sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance vie en déshérence prévoyait, à la demande du Sénat, la remise d'un rapport en mai 2016. Une lecture attentive de ce document nous a permis, au rapporteur général et moi-même, d'identifier des difficultés dans la mise en œuvre de cette loi, dont certaines ne pourront être résolues que par de nouvelles modifications législatives. Ainsi, le montant cumulé des contrats collectifs de retraite non réglés après la cessation d'activité du bénéficiaire est particulièrement élevé, jusqu'à 7 milliards d'euros selon les estimations de la CPR. Cela montre que le phénomène a été fortement sous-estimé jusqu'à aujourd'hui. Je conclurai en constatant de manière assez banale que l'absence de publication des mesures réglementaires peut porter préjudice à la mise en œuvre de réformes attendues. À 3 jours du début de l'euro, je ne prendrai qu'un seul exemple, celui de l'article 67 de la loi de finances pour 2015, qui a réformé la taxe de séjour et à la suite duquel un décret a prévu la publication le 1er juin et le 31 décembre d'un fichier informatique reprenant les informations relatives à la taxe de séjour dans toutes les communes l'ayant instaurée. Il s'agit notamment de permettre aux plateformes de type Airbnb, qui peuvent désormais collecter la taxe de séjour pour le compte des logeurs, de mettre en place ce système de manière simple pour chaque commune, sans avoir à se procurer toutes les délibérations une à une. Aujourd'hui, Airbnb ne collecte la taxe de séjour qu'à Paris et à Chamonix. Les modalités de ce fichier doivent être précisées par un arrêté qui n'est toujours pas paru. Par conséquent, les communes ne bénéficieront pas autant qu'elles l'auraient pu des recettes liées à l'organisation de l'Euro 2016. Afin de limiter les inconvénients de cette situation, le ministère de l'Intérieur a toutefois mis en ligne les délibérations scannées des communes qui les ont transmises. Voilà, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les quelques observations que je voulais formuler. Et je voudrais remercier particulièrement le Président du Sénat et le Vice-président Claude Berry-Debat de leur investissement en faveur de la bonne application des mesures votées par le Parlement. Merci, Madame la Présidente. La parole est au Président Philippe Bas pour la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et de l'administration générale. L'ensemble des intitulés montre bien l'étendue de votre commission, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je veux tout d'abord saluer le rapport de notre collègue, le Président Berry-Debat, très instructif, très complet, et si complet qu'il me permettra, pour ce qui me concerne, d'être concis en ne revenant pas sur le détail de tous les textes. Au vu du bilan que nous avons établi pour la Commission des lois, il reste à mes yeux de très importantes marges de progrès pour assurer la bonne application des lois. Nous avons bien sûr enregistré déjà des progrès, mais l'objectif annoncé depuis 2012 d'un taux d'application des lois de 100% 6 mois après leur promulgation est loin d'être atteint, puisque en 2014-2015, 75% des mesures réglementaires prévues ont été prises. Alors c'est toujours l'affaire du verre aux 3/4 vide ou au quart plein. Là, il reste tout de même un quart des mesures à prendre, ce qui est beaucoup en fait, beaucoup trop. Un tel taux doit en plus être fortement nuancé parce qu'il y a l'aspect qualitatif des mesures prises, c'est plus difficile à évaluer bien sûr, et puis il y a un certain nombre de mesures secondaires, et puis 6 mois après la fin de la session, il y a toujours des mesures qui ne sont pas prises. Le recours à la procédure accélérée n'est d'ailleurs pas sans poser la question du rapport entre le recours à cette procédure accélérée et la vitesse d'application des textes. Il s'est particulièrement intensifié cette année, il faut le remarquer. Son usage était moins fréquent lors des 2 sessions précédentes. Il est nettement reparti à la hausse dans la période récente.
près de 80% des textes promulgués au cours de la session ont fait l'objet d'une procédure accélérée, et en réalité 91% des projets de loi, et fait à souligner également 57% des propositions de loi. On peut comprendre que le recours à cette procédure puisse être justifié parfois par l'urgence qu'il y a à légiférer, mais force est de constater que désormais son utilisation est devenue quasi systématique. Et je dirai dans un instant combien le bref délai laissé au législateur pour légiférer n'est pas accompagné, dans un certain nombre de cas, d'une même célérité de la part du gouvernement pour appliquer les textes ainsi délibérés. Je vais revenir, plutôt que de revenir, je le disais à l'instant, sur tous les textes, sur plusieurs points que je voulais particulièrement souligner. Il y a d'abord la loi du 16 février 2015. Elle est relative à la modernisation et à la simplification du droit, pour faire court. Elle a abordé un très large éventail de sujets touchant au droit civil, à la procédure pénale. Eh bien, les dispositions réglementaires pour cette loi de simplification sont peu nombreuses. L'administration n'a pas de hâte à appliquer les lois de simplification. On peut le remarquer à l'examen de la situation d'application de cette loi. Plusieurs des dispositions de cette loi avaient été jugées inapplicables par le Sénat et il se trouve qu'elles n'ont pas été appliquées. Alors on peut aussi se dire que les difficultés d'application devraient rétroagir sur notre manière de légiférer et que parfois il y aurait intérêt à être plus attentif aux mises en garde énoncées par les rapporteurs du Sénat. La question se pose notamment pour la réforme de l'enseignement des auto-écoles. Nous avions souligné qu'il n'y avait pas de pertinence à faire former des candidats au permis de conduire par des maîtres qui n'avaient pas eux-mêmes achevé leur formation. On n'a pas réussi à trouver la disposition d'application de cette nouvelle règle. La création d'un tribunal foncier en Polynésie française, même chose. On se demandait comment le représentant du gouvernement de la Polynésie française pourrait intervenir dans chaque affaire de terre. Eh bien, pour l'instant, il n'intervient dans aucune, puisqu'on n'a pas réussi à prendre le décret d'application. Je dirais un mot aussi de la loi sur le renseignement. Le temps parlementaire et le temps exécutif n'est pas à la faveur du temps exécutif. Pour l'application de cette loi, les textes réglementaires ont été beaucoup plus lents à intervenir que la cadence à laquelle nous avons dû conduire ce débat. Heureusement, tous les décrets aujourd'hui sont pratiquement publiés. Dernier point, les aspects qualitatifs. Il arrive qu'une dynamique d'application des lois se crée qui s'écarte des objectifs poursuivis par le législateur, non pas à partir de textes réglementaires, mais du fait d'une doctrine d'application mise en œuvre par les préfets. C'est le cas, en particulier pour l'application des dispositions de la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République en ce qui concerne les intercommunalités, quand les arrêtés de périmètre prévoient, en zone rurale, le regroupement de plus de 50 ou 100 communes, voire davantage, alors que la loi n'a prévu aucun instrument juridique pertinent pour permettre le bon fonctionnement de telles intercommunalités. Le résultat, c'est que le législateur devra de nouveau intervenir pour apporter des solutions indispensables à ces difficultés essentielles, d'ailleurs, dans le domaine de la démocratie locale. Voilà pour ce débat qui s'est déroulé à l'occasion du bilan de l'application des lois, avec notamment l'intervention, vous l'avez entendu, du rapporteur, le sénateur socialiste Claude Berry-Debat. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances et toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.